Une jeune fille éplorée fit irruption dans les urgences d'un hôpital et agrippa la blouse blanche d'un médecin en sanglotant. « S'il vous plaît, ne laissez pas ma maman mourir. » Antoine Dubois, un jeune PDG millionnaire, fut témoin de la scène et s'effondra en découvrant qui se trouvait au bloc opératoire. Les portes vitrées de l'hôpital Saint-Michel s'ouvrirent dans un souffle glacial. Dehors, une pluie battante s'abattait sur Paris, mais à l'intérieur du bâtiment, l'air embaumait le désinfectant et un café insipide. Médecins et infirmières se hâtaient dans les couloirs, tandis que des patients attendaient silencieusement dans la zone de réception. Antoine Dubois ajusta son costume gris impeccable, irrité d'être là. Les hôpitaux n'étaient pas ses lieux de prédilection. Il préférait de loin la vue depuis le dernier étage de son gratte-ciel, d'où il dirigeait son empire de la mode, Dubois Couture, avec la précision d'un maestro. Mais il était là, perdant un temps précieux pour une simple formalité. Il ignora la réceptionniste qui l'appelait et continua de marcher, consultant les messages sur son téléphone. Un appel manqué de son assistante. 3 courriels urgents. Les chiffres de la bourse grimpaient. Son empire grandissait à la minute, même tandis qu'il était coincé dans ce lieu qui sentait la maladie et l'inquiétude. « Monsieur Dubois » tenta de nouveau la réceptionniste. « Le docteur Jacques Dubois vous recevra sous peu. » Antoine fit un signe de la main, sans la regarder. Il avait seulement besoin de récupérer des documents signés auprès du médecin-chef. Son entreprise faisait don d'équipement à l'hôpital, non par bonté d'âme, mais pour son image publique et des déductions fiscales. C'était tout ce qui comptait en fin de compte. Chiffres, profit, avantages. Le bruit des portes des urgences attira son attention. Pas les portes principales, mais celles intérieures, qui séparaient la salle d'attente des zones de traitement. Les gens allaient et venaient en hâte, porteurs de presse-papier et poussant des brancards. Rien de spécial jusqu'à ce qu'un petit tourbillon rose fasse irruption. Une petite fille aux cheveux bruns bouclés, vêtue d'un manteau rose trempé par la pluie, se précipita dans la zone d'urgence. Ses grands yeux expressifs étaient rouges et gonflés. Elle ne pouvait avoir plus de 5 ans. Des larmes coulaient sur son petit visage, tandis qu'elle courait, glissant légèrement sur le sol brillant. Elle s'agrippa fermement à la blouse blanche d'un grand médecin qui tentait en vain de la ramener vers la salle d'attente. « S'il vous plaît » sa voix enfantine emplit toute la réception. « S'il vous plaît, sauvez ma maman. » Antoine Dubois cessa de taper sur son téléphone. Quelque chose dans cette voix le figea sur place. Ce n'était pas seulement le désespoir de l'enfant. C'était quelque chose de plus profond, comme si cette petite voix avait trouvé un point sensible en lui, un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années. « Ma maman ne se réveille pas, » continua la fillette, sanglotant si fort que son petit corps tremblait. « Elle est tombée et ne se réveille pas. Il y a du sang, beaucoup de sang. S'il vous plaît, vous êtes un docteur, vous guérissez les gens. » Le médecin s'agenouilla devant elle, parlant doucement. Antoine ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais il voyait la gentillesse dans la façon dont il tenait les mains de la fillette dans les siennes, essayant de la calmer. « Vous avez promis. Vous avez dit que vous prendriez soin d'elle. » La fillette secoua la blouse du médecin comme si cela seul pouvait le faire courir plus vite pour sauver sa mère. Une infirmière s'approcha et tenta de prendre la fillette par la main. « Camille, ma chérie, laissons les docteurs travailler. Viens avec moi, on va prendre un chocolat chaud en attendant. » Non. La fillette, Camille, se dégagea, reculant loin de l'infirmière. « Je veux rester avec ma maman. Elle a besoin de moi. » La montre en or au poignet d'Antoine continuait de marquer le temps qui passait. Il avait une réunion importante, dans moins d'1 heure. Son chauffeur attendait dehors. Sa vie, ses affaires, son monde continuaient de tourner. Mais il ne pouvait détacher son regard de cet enfant, de ce désespoir brut et sincère. Il n'était pas du genre à s'émouvoir facilement. On n'atteint pas le sommet du monde des affaires en s'apitoyant sur les gens. Antoine Dubois était connu non pour sa compassion, mais pour sa froideur calculée et ses décisions impitoyables. Alors pourquoi les pleurs de cet enfant l'affectaient-ils si profondément ? « Je vous le promets, » dit calmement le médecin. « Nous faisons tout pour aider votre mère, mais vous devez nous laisser travailler. Compris ? Plus vite nous ferons notre travail, plus vite votre maman ira mieux. » Camille essuya ses larmes avec la manche de son manteau, laissant des taches sombres sur le tissu rose.
Elle s'accrochait toujours à la blouse du médecin, comme si c'était son unique lien avec sa mère. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda-t-elle d'une petite voix, aussi petite qu'elle. Le médecin hésita un instant, assez longtemps pour qu'Antoine réalise la gravité de la situation. Il reconnaissait cette hésitation. C'était la même qu'il avait chaque fois qu'il devait annoncer à un employé son licenciement ou à un investisseur qu'il avait tout perdu. « Nous faisons de notre mieux », répondit finalement le médecin. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une sentence tacite. Antoine sentit un nœud se former dans son estomac. Cette réponse ne satisferait jamais une enfant désespérée, mais c'était la plus honnête possible. Camille lâcha la blouse du médecin et celui-ci fut immédiatement rappelé dans la zone d'urgence. Quelque chose se passait à l'intérieur, quelque chose d'urgent. 2 infirmières coururent dans la même direction. Antoine entendit un code annoncé par le système de sonorisation de l'hôpital. L'infirmière tenta de nouveau de prendre la main de Camille, mais celle-ci l'esquiva, s'appuyant contre le mur blanc de l'hôpital et glissant jusqu'à s'asseoir par terre. Ses petits pieds, dans des baskets à scratch, n'atteignaient pas le sol lorsqu'elle était assise sur les chaises. « Maman va s'en sortir », murmura-t-elle pour elle-même, se balançant d'avant en arrière. « Maman s'en sort toujours, elle a promis de ne jamais me laisser. » Antoine fronça les sourcils. Quelque chose clochait dans cette scène. Pour la première fois, il remarqua ce qu'il aurait dû voir depuis le début. La fillette était seule, complètement seule. Il regarda autour de lui, cherchant un adulte inquiet, quelqu'un qui pourrait se précipiter pour aider cet enfant. Mais la salle d'attente était remplie de gens absorbés par leurs propres problèmes, leurs propres douleurs. Il s'approcha de la réceptionniste, qui tapait furieusement sur son clavier. « Cette petite ?» dit-il doucement, hochant la tête vers elle. « Elle est toute seule. » La réceptionniste jeta un coup d'œil à Camille et soupira. Ses yeux montraient un mélange de pitié et d'inquiétude. Il semblerait. Elle est arrivée en ambulance avec sa mère. Une voisine a appelé les secours en entendant le bruit de la chute, mais elle n'a pas pu venir. Nous essayons de localiser un parent, mais sans succès jusqu'à présent. « Et la mère ?» demanda Antoine, surpris de son propre intérêt. « État critique », dit doucement la réceptionniste. Elle avait été directement admise en chirurgie. Un accident domestique, une chute dans les escaliers, un coup à la tête. Une hémorragie cérébrale, d'après ce que j'ai entendu. Elle jeta un regard à Camille et ajouta « La petite a tout vu. C'est elle qui a ouvert la porte aux ambulanciers. » Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Une enfant de 5 ans voyant sa mère effondrée, en sang, peut-être mourante. Une enfant seule, pendant que la seule personne qu'elle avait au monde luttait pour sa vie. Quelque chose dans cette situation le dérangeait plus qu'il n'aurait dû. Les gens traversaient des crises tous les jours. Lui-même avait provoqué des crises dans la vie de nombreuses personnes. Il licenciait des employés sans un second regard. Il fermait des entreprises entières si cela signifiait plus de profit. Cela faisait partie du jeu des affaires. Mais là, il y avait une enfant si petite et si effrayée. « Quel est le nom de la mère ?» demanda-t-il, observant toujours Camille. La réceptionniste consulta rapidement l'écran de son ordinateur. « Sophie Moreau ?» Le monde d'Antoine s'arrêta un instant. L'air sembla plus lourd dans ses poumons, comme si quelqu'un avait augmenté la gravité dans la salle d'attente. Ses mains devinrent froides, malgré le chauffage de l'hôpital. Sophie Moreau. Ce nom ramenait des souvenirs qu'il avait enfouis des années auparavant. Sophie Moreau, la jeune chef de département qu'il avait humiliée puis licenciée lors d'une réunion du conseil d'administration. Elle avait osé remettre en question l'une de ses décisions, présentant des chiffres qui contredisaient ses projections. Antoine se souvint de son visage s'empourprant de colère, comment il l'avait pointé du doigt et crié devant tous les cadres « Pour qui vous prenez-vous pour remettre en question mes décisions ? Faites vos cartons, vous êtes virés !» Sophie l'avait supplié de garder son emploi, expliquant qu'elle était une mère célibataire qui avait besoin de ce travail. Elle avait des factures à payer, des responsabilités. Antoine avait ignoré ses supplications et ordonné à la sécurité de l'escorter hors des locaux. Il n'oublia jamais les larmes dans ses yeux alors qu'elle était traînée dehors, ni les regards désapprobateurs des autres employés, mais cela ne l'avait pas dérangé longtemps. Il croyait avoir fait ce qui était nécessaire pour maintenir son autorité. On ne dirige pas un empire en montrant de la faiblesse. Vous la connaissez ?
demanda la réceptionniste, remarquant son changement d'expression. Antoine ne répondit pas. Son regard revint sur la petite fille recroquevillée contre le mur. Camille, la fille de Sophie, l'enfant qui avait probablement eu faim quand sa mère était au chômage pendant des mois. L'enfant dont il avait perturbé la vie, sans même savoir qu'elle existait. Il avait continué sa vie, bâtissant sa fortune, tandis que Sophie luttait pour élever seule sa fille. Et maintenant, elle se battait à nouveau, cette fois pour sa vie. Un poids s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était un mélange de honte et de regret qu'il ressentait rarement. Les hommes comme lui ne regardèrent pas en arrière, ne s'attardèrent pas sur les erreurs du passé. Le succès se construisait en allant de l'avant, en marchant sur quiconque se mettait en travers de son chemin. Mais la conséquence de ses actes était là, sous la forme d'une enfant effrayée. Le résultat de ses décisions, une enfant dont le monde pourrait s'effondrer ce jour-là. Camille leva son visage taché de larmes, et un instant, leurs regards se croisèrent. Des yeux bruns identiques à ceux de sa mère, le même regard déterminé que Sophie avait lorsqu'elle avait affronté Antoine dans cette salle de réunion, avant que son courage ne se transforme en désespoir. Antoine détourna le regard, soudain mal à l'aise. Il se sentit exposé, comme si la fillette pouvait voir à travers lui, voir la personne terrible qu'il était. Absurde, bien sûr. Elle ne le connaissait même pas. Elle n'avait probablement jamais entendu parler de lui. « Le docteur Jacques Dubois est prêt pour vous, monsieur Dubois », l'informa la réceptionniste. Antoine hocha la tête machinalement. Ses affaires à l'hôpital lui parurent soudain si petites, si insignifiantes. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, quelque chose en lui, peut-être sa conscience longtemps endormie, commença à s'éveiller, comme si une porte qu'il avait verrouillée et dont il avait jeté la clé s'ouvrait d'elle-même. Il regarda en arrière une dernière fois. Camille avait ramené ses genoux contre sa poitrine et posé sa tête dessus. Ses petites épaules tremblaient, seule, complètement seule, sans personne pour lui dire que tout irait bien, même si c'était un mensonge. L'ascenseur arriva et les portes s'ouvrirent avec un doux carillon. Antoine hésita, son doigt planant au-dessus du bouton de l'étage où l'attendait le docteur Dubois. Son chauffeur était dehors, sa réunion importante dans moins d'1 heure, sa vie parfaitement organisée. Et pour la première fois dont il se souvint, Antoine Dubois eut envie d'ignorer tout cela, eut envie de réparer quelque chose qu'il avait lui-même brisé. Antoine passa l'heure suivante dans une réunion bureaucratique avec le docteur Jacques Dubois, mais son esprit ne pouvait se concentrer sur les documents devant lui. L'image de Camille seule dans la salle d'attente le hantait comme un fantôme persistant. Ses yeux parcouraient des lignes de texte contractuels sans en absorber un seul mot. Le son de la voix de cet enfant résonnait à ses oreilles, dominant les explications techniques du médecin. « Monsieur Dubois, vous m'écoutez » demanda le docteur Dubois en fronçant les sourcils. « Oui, bien sûr » répondit Antoine automatiquement, revenant à la réalité. « Veuillez continuer. » Mais bientôt, ses pensées dérivèrent à nouveau. Sophie Moreau, la femme qu'il avait publiquement humiliée des années auparavant. La femme dont il avait ignoré le visage en larmes lorsqu'elle avait tenté d'expliquer quel était le seul soutien de sa famille. La femme qui se battait maintenant pour sa vie quelque part dans ce même hôpital. Il signa machinalement les documents de donation, répondant aux questions du médecin par des monosyllabes. Les 10 millions d'euros que son entreprise donnait au nouveau centre de traumatologie lui semblaient maintenant une somme dérisoire. De l'argent qui ne lui manquerait même pas. Un geste de charité vide de sens pour des déductions fiscales et des gros titres positifs. Je suis sûr que ce partenariat sera bénéfique pour les deux parties, dit le docteur Dubois en lui serrant la main. L'hôpital Saint-Michel apprécie la générosité de Dubois Couture. Antoine hocha la tête, soudain mal à l'aise avec cette gratitude. Il était facile de donner de l'argent. Le plus difficile était de regarder dans les yeux quelqu'un à qui on avait fait du tort. Quand il prit enfin congé, au lieu de se diriger vers la sortie de l'hôpital où son chauffeur attendait depuis plus d'1 heure, Antoine se retrouva à marcher de nouveau vers la salle d'attente des urgences. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement son assistante lui rappelant la réunion du conseil d'administration qui commencerait dans moins de 30 minutes.
Pour la première fois de sa carrière, Antoine ignora l'appel. La réception était plus animée maintenant. L'équipe de l'après-midi avait commencé et de nouveaux patients arrivaient. Des familles allaient et venaient, certaines avec des visages soulagés, d'autres dévastées par les nouvelles qu'elles avaient reçues. Il chercha le manteau rose et les cheveux bouclés, tournant la tête dans toutes les directions. Un instant, il pensa que Camille avait peut-être été emmenée par un parent, peut-être son père ou une grand-mère. C'eût été le mieux. Après tout, que pouvait-il faire pour elle? Il ne connaissait rien aux enfants. Il ne s'y était jamais intéressé, n'avait jamais pensé à en avoir. Son empire était sa seule famille et ses actionnaires sa seule dépendance. Puis il aperçut le petit manteau rose. Camille était assise dans un coin reculé de la salle d'attente, seule sur une chaise trop grande pour elle. Ses jambes se balançaient dans le vide, n'atteignant pas le sol. Elle serrait contre elle un sac en toile qui semblait appartenir à un adulte, probablement celui de Sophie. La fermeture éclair était partiellement ouverte, révélant quelques papiers et un portefeuille usé. Personne ne la surveillait. Personne ne lui offrait de réconfort ou un verre d'eau. C'était comme si le monde avait complètement oublié qu'une enfant de 5 ans ne devrait pas être seule dans un hôpital alors que sa mère luttait pour sa vie. Antoine sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Un malaise, de la pitié, de la culpabilité, probablement les trois, formant un nœud qui rendait sa respiration difficile. Il hésita brièvement, pensant simplement à partir. Son chauffeur était toujours dehors. Tant de rendez-vous, tant de millions à gérer, tant de décisions importantes que lui seul pouvait prendre. Mais ses pieds le portèrent dans la direction opposée, vers la petite fille. « Salut !» dit-il en s'arrêtant à quelques pas pour ne pas l'effrayer. Camille leva ses yeux rouges. Elle avait encore pleuré. De près, la ressemblance avec Sophie était encore plus frappante. Les mêmes grands yeux expressifs, la même forme de visage, même une petite fossette au menton. Elle serra le sac contre sa poitrine, méfiante. « Vous êtes un docteur ?» demanda-t-elle d'une voix minuscule. « Non », répondit Antoine, se sentant étrangement nerveux. Lui qui dominait des salles de conférence entières d'exécutifs puissants d'un seul regard, se sentait mal à l'aise devant une enfant de 5 ans. « J'ai juste remarqué que tu étais toute seule ici. » Camille baissa la tête, se concentrant sur ses baskets colorées avec des lumières clignotantes à chaque fois qu'elle balançait ses pieds. « Maman dort. Le docteur a dit qu'ils vont la réveiller. » La simplicité de cette explication enfantine serra le cœur d'Antoine. Il réalisa qu'il était en territoire inconnu. Comment parler à un enfant de quelque chose de si grave? Que dire quand il n'y a aucune garantie de fin heureuse? « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-il en montrant la chaise à côté d'elle. Camille haussa les épaules, sans toujours le regarder. C'était un geste si adulte pour quelqu'un de si petit. Antoine s'assit, gardant une distance respectueuse. Un instant, ils restèrent en silencieux. Le bruit de l'hôpital coulait autour d'eux, des téléphones qui sonnent, des gens qui parlent, des brancards poussés dans le couloir, des annonces au micro appelant des médecins dans différents services. « Tu as mangé quelque chose ?» demanda-t-il finalement, réalisant que c'était presque l'heure du déjeuner. L'horloge au mur indiquait un peu plus de midi. Camille secoua la tête. « Je garde mon argent », dit-elle, en ouvrant un peu plus le sac de sa mère et en montrant quelques pièces au fond, au cas où maman aurait besoin d'acheter des médicaments. Les médicaments, c'est cher. Antoine eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Une fillette de 5 ans qui s'inquiétait de l'argent pour les médicaments. Qu'avait traversé Sophie pour que sa jeune fille comprenne déjà la valeur de l'argent? Pour qu'une enfant qui ne devrait se préoccuper que de dessins animés et de jouets connaisse le poids des fardeaux financiers. « Et si je t'achetais quelque chose à manger ?» proposa-t-il, essayant de garder sa voix désinvolte pour qu'elle ne voie pas à quel point il était secoué. « Tu n'as pas à dépenser ton argent. » Camille fronça les sourcils, lui lançant un regard sérieux qui ne correspondait pas à son âge. Ses yeux parcoururent le costume coûteux d'Antoine, ses chaussures de luxe, sa montre en or. « Maman dit que je ne dois pas accepter de choses des inconnus. »« Ta maman a raison, » répondit Antoine, respectant sa prudence. « Elle a l'air très intelligente. Je m'appelle Antoine, et toi c'est Camille, n'est-ce pas? J'ai entendu l'infirmière t'appeler comme ça tout à l'heure. » Elle hocha la tête, toujours méfiante. « Alors,
nous ne sommes plus des inconnus, essaya-t-il en offrant un petit sourire. Et je te promets que je veux seulement t'aider. Ça doit être dur d'attendre ici toute seule. Les yeux de Camille se remplirent à nouveau de larmes. Elle renifla, essayant d'être forte, mais le fardeau était trop lourd pour de si petites épaules. J'ai appelé mamie Yvette, mais elle habite très loin, dans une autre région. Elle a des problèmes aux jambes et ne peut pas conduire. Elle va prendre un avion, mais ça va prendre du temps. Antoine imagina une femme âgée, probablement la mère de Sophie, essayant désespérément de rejoindre sa petite fille, seule, tout comme Camille était seule. « Et ton papa ?»« Il ne peut pas venir ?» demanda Antoine, devinant déjà la réponse. « Je n'ai pas de papa, » dit simplement Camille, comme si elle déclarait « Le ciel est bleu ?» Enfin, si, tout le monde a un papa. Maman m'a expliqué comment on fait les bébés, mais le mien est parti quand j'étais encore dans son ventre. Il ne voulait pas de famille. La franchise de l'enfant était dévastatrice. Antoine se souvint du dossier de Sophie dans son entreprise. Elle n'avait jamais mentionné être enceinte, probablement par crainte que cela ne nuise à ses chances d'avancement. À juste titre, des entreprises comme la sienne, malgré les politiques de diversité qu'elles affichaient dans les rapports annuels, promouvaient rarement les femmes avec de jeunes enfants à des postes à haute responsabilité. Alors, ta maman s'occupe de toi toute seule ? Oui. Pour la première fois, Camille montra un peu d'enthousiasme. Son visage triste s'illumina d'une fierté sincère. Maman est super forte. Elle travaille à 2 endroits, tu sais. Le jour, elle est secrétaire dans un cabinet d'avocats. Et la nuit, elle nettoie des appartements dans un immeuble chic. Le week-end, on reste ensemble. Elle dit toujours que je suis son trésor. Antoine déglutit difficilement. Sophie travaillant à 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille, et il savait exactement pourquoi. Après qu'il l'eut licenciée, elle avait probablement eu du mal à trouver un autre emploi dans la finance. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait été renvoyé de l'une des plus grandes entreprises du pays, surtout quand cette personne avait défié le puissant Antoine Dubois. Une secrétaire le jour et une femme de ménage la nuit. Pendant qu'il dormait sur des draps de soie dans son penthouse, Sophie frottait des sols et nettoyait des salles de bain, probablement épuisées, pour assurer à sa fille le nécessaire. « Maman économise beaucoup, » poursuivit Camille, comme si elle avait besoin de prouver la compétence de sa mère. « Quand je veux un jouet, elle dit, nous devons économiser pour les choses importantes, comme le loyer et la nourriture. Et mon école. » Chaque mot coupait la conscience d'Antoine comme une lame tranchante. La villa des rêves où il vivait avait 10 chambres vides. Sa montre-bracelet coûtait plus que ce que Sophie gagnait probablement en une année entière. Parfois, quand il fait très froid, on dort dans le même lit pour économiser sur le chauffage, dit Camille, comme si elle partageait un secret amusant. Maman dit qu'on est comme des écureuils qui hibernent. Elle me serre dans ses bras et me raconte des histoires jusqu'à ce que je m'endorme. Ces histoires sont meilleures que celles des livres. Antoine resta silencieux, absorbant l'impact des mots simples de Camille. Pendant qu'il vivait une vie de luxe inutile, Sophie luttait pour maintenir le strict minimum pour sa fille, économisant sur le chauffage, comptant les pièces pour acheter des médicaments. À Noël, continua Camille, maintenant plus à l'aise pour parler, j'ai demandé une grande poupée, celle qui parle, mais c'était trop cher. Alors, maman m'a cousu une poupée avec des chutes de tissu. Elle a des yeux en bouton et des cheveux en laine. C'est la meilleure poupée du monde. Elle s'appelle Clara. Sophie, qui avait travaillé dans son entreprise comme analyste financière, une femme brillante avec un MBA et un avenir prometteur, réduite à coudre des poupées en chiffon parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter un jouet du magasin à sa fille pour Noël. « Tu as faim ?» demanda-t-il à nouveau, voulant changer de sujet avant que la culpabilité ne le consume complètement. Camille hésita, regardant le sac avec les pièces. « Un peu », admit-elle finalement, comme si elle confessait une faiblesse. « Allons à la cafétéria, alors », suggéra Antoine en se levant. « Qu'est-ce que tu aimes manger ?»« Un sandwich au fromage », répondit-elle promptement. Puis elle ajouta timidement. « Mais seulement si ce n'est pas trop cher. Maman dit que tout coûte plus cher à la cafétéria de l'hôpital qu'au magasin. »« Ne t'inquiète pas pour ça, » dit Antoine en lui tendant la main. « Aujourd'hui, c'est moi qui régale. » Camille regarda sa main tendue.
toujours hésitante. « Et si les docteurs viennent parler de maman et que je ne suis pas là, j'ai besoin de savoir quand elle se réveillera. »« On peut demander à la réceptionniste de nous prévenir, » répondit Antoine, hochant la tête vers le bureau où une femme d'âge mûr tapait sur un ordinateur. « On lui dira où on sera. Comme ça, s'il y a des nouvelles de ta maman, elle nous appellera immédiatement. » Camille considéra la suggestion, son petit visage sérieux, comme si elle pesait une décision importante. Après un moment de réflexion, elle remit soigneusement les pièces dans le sac de sa mère, ferma la fermeture éclair, puis, à la surprise d'Antoine, lui prit la main. Sa petite main était chaude et légère, comme une plume. Antoine sentit une étrange vague de protection en tenant ses petits doigts. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un lui faisait confiance si simplement, non pour son argent ou son pouvoir, mais juste parce qu'il avait besoin d'aide. Ils dirent à la réceptionniste où il serait et se dirigèrent vers la cafétéria. Antoine pouvait sentir les regards curieux de certaines personnes. Un homme en costume chair tenant la main d'une enfant en manteau rose. Il pensait probablement qu'il était son père. La cafétéria de l'hôpital était simple mais propre. Des tables en métal avec des chaises en plastique colorées, un comptoir proposant des sandwichs, des salades et des boissons. Rien à voir avec les restaurants chics qu'Antoine fréquentait. « Choisis ce que tu veux, » dit-il à Camille. Elle commanda son sandwich au fromage et un verre de lait chocolaté. Antoine commanda un café noir. Ils s'assirent à une table près d'une fenêtre donnant sur le parking de l'hôpital. Camille dévora son sandwich comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Peut-être que c'était vrai. Qui savait combien de repas elle avait manqué depuis que sa mère était hospitalisée? Antoine l'observait, remarquant comment ses yeux, bien que tristes, avaient encore l'étincelle d'innocence que seuls les enfants possèdent. « Maman sera triste si elle meurt, » dit soudain Camille, en jouant avec les miettes sur son assiette. « Elle dit toujours qu'elle veut me voir grandir et être aussi intelligente qu'elle. » Antoine se figea. Le changement abrupt vers un sujet si lourd le prit au dépourvu. Les enfants avaient ce pouvoir, une honnêteté brutale que les adultes perdaient avec le temps. « Ta maman est une personne forte, » dit-il en choisissant ses mots avec soin. « Les docteurs font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. »« Mais si elle va au paradis ?» demanda Camille, ses grands yeux fixés sur Antoine. « Qui va s'occuper de moi ? Mamie Yvette est très vieille et habite loin. Elle a de l'arthrite. » La question resta suspendue dans l'air comme un poids insupportable. Antoine n'avait pas de réponse. La peur dans les yeux de Camille était réelle et justifiée. Si Sophie ne survivait pas, qu'arriverait-il à cet enfant? Un système de placement familial déjà surchargé. Une grand-mère âgée qui pouvait à peine se déplacer. « J'ai peur d'être seule, » confessa Camille, sa voix presque un murmure. « À mon école, il y a une fille qui est allée dans un orphelinat après la mort de sa maman. Elle a dit que c'est très triste là-bas. Les grands frappent les petits et volent leurs jouets. » Antoine sentit son cœur se serrer. Il était en partie responsable de cette situation. S'il n'avait pas licencié Sophie, peut-être qu'elle n'aurait pas eu besoin de 2 emplois. Peut-être qu'elle n'aurait pas été si fatiguée qu'elle serait tombée dans les escaliers. Peut-être qu'elle aurait eu une meilleure assurance maladie, garantissant un traitement adéquat. « Le mois dernier, » poursuivit Camille, « notre frigo est tombé en panne. Maman a pleuré la nuit quand elle pensait que je dormais. Elle a dû utiliser toutes nos économies pour acheter un frigo d'occasion. Maintenant, nous n'avons plus d'argent de côté pour les urgences. Maman a dit que ce sera difficile de payer l'hôpital. » Chaque mot était une accusation silencieuse. Antoine se souvint des bonus de plusieurs millions de dollars qu'il distribuait à ses cadres, le yacht qu'il avait acheté l'année dernière et utilisé seulement 2 fois, la collection de voitures de sport dans son garage. « Camille, » dit-il en se penchant en avant, « tu n'as pas à t'inquiéter de l'argent en ce moment et tu ne seras pas seul. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse réfléchir à ce qu'il promettait. Mais quand il vit le visage plein d'espoir de Camille tourné vers lui, il sut qu'il ne reviendrait pas en arrière. « Promis ?» demanda-t-elle avec le sérieux que seul un enfant a lorsqu'il demande quelque chose de si important. « Je te le promets » répondit Antoine. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il fit une promesse qu'il avait sincèrement l'intention de tenir. Camille le regarda longuement, comme pour évaluer la sincérité de ses paroles. Puis, lentement,
Un petit sourire apparut sur son visage. Ce n'était pas un sourire pleinement heureux. Il y avait encore tant de peur et d'inquiétude dans ses yeux, mais c'était un sourire plein d'espoir. « Merci, dit-elle, et cette simple gratitude pesait plus que toutes les accolades qu'Antoine avait jamais reçues dans sa vie. Il jeta un coup d'œil à sa montre. La réunion du conseil d'administration avait déjà commencé depuis 20 minutes. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Le monde extérieur continuait de tourner, exigeant son attention, son temps et ses décisions. Mais pour la première fois, Antoine Dubois était exactement là où il devait être. Le son strident d'une alarme résonna dans les couloirs de l'hôpital. Médecins et infirmières se précipitèrent, tandis que les gens dans la salle d'attente se figèrent, regardant vers l'agitation. Camille, qui coloriait un livre qu'Antoine avait acheté à la boutique de cadeaux de l'hôpital, leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, les yeux grands ouverts. Antoine essaya de garder une expression calme, malgré la crispation dans sa poitrine. « C'est juste une alarme de l'hôpital. Ne t'inquiète pas. » Mais il savait que c'était plus que cela. Au cours des dernières heures, il avait appris à reconnaître les différents sons et codes de l'hôpital. Cette alarme spécifique, accompagnée de la voix métallique annonçant un code bleu, signifiait une urgence. Quelqu'un était en arrêt cardiaque. Le temps sembla s'étirer pendant qu'ils attendaient. Camille retourna à son coloriage, bien qu'avec moins d'enthousiasme. Antoine continuait de vérifier sa montre, comptant les minutes. Cela faisait près de 5 heures qu'ils étaient arrivés, et il n'avait toujours aucune nouvelle concrète de Sophie, juste des mises à jour vagues disant qu'elle était en chirurgie. 15 minutes plus tard, un médecin à l'air fatigué apparut à la porte de la salle d'attente. Ses yeux parcoururent la zone jusqu'à ce qu'il repère Antoine et Camille. Famille de Sophie Moreau? Camille sauta de son siège et courut vers le médecin avant qu'Antoine ne puisse l'arrêter. « Est-ce que ma maman s'est réveillée » demanda-t-elle en s'agrippant à sa blouse blanche. Le médecin, le docteur Lefebvre, d'après son badge, regarda de Camille à Antoine, qui se tenait maintenant à côté d'elle. Il y avait une question silencieuse dans ses yeux. « Je suis un ami de la famille », expliqua rapidement Antoine. « Je me suis occupé de Camille pendant que sa grand-mère voyage ici. » Le docteur Lefebvre hocha la tête, semblant satisfait de l'explication. « Pouvons-nous parler un instant » demanda-t-il à Antoine, indiquant un coin plus isolé. Puis, s'agenouillant à la hauteur de Camille, il parla doucement. « Ma chérie, et si tu attendais sur la chaise pendant que je parle à ton ami? Je te promets que ce sera rapide. » Camille les regarda tous les deux, méfiante. « C'est à propos de maman. Je veux savoir pour maman. »« Oui, c'est à propos de ta mère. » Le médecin répondit patiemment. « Mais d'abord, je dois parler de choses compliquées d'adultes avec ton ami. Ensuite, on te parlera. »« D'accord. » À contre-cœur, Camille retourna à son siège, mais elle garda les yeux fixés sur eux. Le docteur Lefebvre conduisit Antoine dans un coin plus isolé de la pièce, où il pourrait parler sans être entendu. « Monsieur Dubois, l'état de mademoiselle Moreau est assez délicat, » commença le médecin, sa voix basse et sérieuse. « Nous avons réussi à contrôler l'hémorragie cérébrale et à réduire la pression intracrânienne, mais elle a eu une complication pendant la chirurgie, un arrêt cardiaque. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Est-ce qu'elle » ?« Nous avons réussi à la réanimer, » continua le docteur Lefebvre. « Mais elle ne respire pas seule. Nous avons dû l'intuber et la transférer en soins intensifs. Son état est critique, mais stable pour l'instant. » Antoine regarda Camille, qui les observait toujours attentivement. Comment pouvait-il expliquer cela à une enfant de 5 ans? Comment pouvait-il lui dire que sa mère était suspendue à la vie, connectée à des machines? Quelles sont ses chances de s'en sortir? Demanda-t-il, sentant sa gorge se serrer. Il est trop tôt pour le dire, répondit honnêtement le médecin. Les prochaines 48 heures seront cruciales. Si elle les passe sans autre complication, ses chances s'amélioreront considérablement. Mais je dois être honnête. Il y a un risque de séquelles neurologiques permanentes à cause du temps que son cerveau a passé sans oxygène adéquat. Le médecin fit une pause comme s'il pesait ce qu'il allait dire. Il y a aussi la question des coûts, dit-il finalement, l'air mal à l'aise. Mademoiselle Moreau n'a pas de mutuelle. La chirurgie d'urgence est couverte par l'aide publique de base, mais les soins intensifs prolongés, les médicaments spécialisés, les tests de surveillance. Il laissa la phrase en suspens, le sens étant assez clair.
Antoine sentit une vague de colère le submerger. Était-ce cela que le système était devenu? Les gens devaient s'inquiéter de l'argent, tout en luttant pour leur vie. « Ne vous inquiétez pas des coûts, dit-il fermement. Je paierai tout, le meilleur traitement, les meilleurs spécialistes, tout ce qu'il faudra. » Le docteur Lefebvre l'étudia un instant, essayant de voir si l'offre était sincère. « Nous parlons de dépenses importantes, monsieur Dubois. L'argent n'est pas un problème. Je veux qu'elle reçoive tout ce dont elle a besoin. » En disant ces mots, un souvenir traversa l'esprit d'Antoine. Sophie debout devant lui, dans cette salle de réunion des années auparavant. « S'il vous plaît, monsieur Dubois, » avait-elle plaidé. « J'ai besoin de ce travail, j'ai des responsabilités, des factures à payer. » Et lui, sans hésitation, avait répondu. « Vous auriez dû y penser avant de me défier devant tout le conseil d'administration. Sécurité, escortez mademoiselle Moreau dehors. Ses affaires lui seront envoyées par la poste. » La honte qu'il ressentait maintenant était presque physique. Comment avait-il pu être si cruel? Comment avait-il pu traiter un autre être humain de cette façon? « Monsieur Dubois. » La voix du docteur Lefebvre le ramena au présent. « J'aurais besoin de quelques informations pour formaliser cet arrangement. »« Bien sûr, » dit Antoine, encore secoué par le souvenir. « Mon assistante s'occupera de la paperasse. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire. » Après avoir échangé ses coordonnées avec le médecin, Antoine retourna là où Camille attendait anxieusement. « Et maman » demanda-t-elle immédiatement. Antoine s'assit à côté d'elle, réfléchissant soigneusement à la manière d'expliquer la situation sans l'effrayer plus que nécessaire. « Ta maman se repose dans une partie spéciale de l'hôpital appelée les soins intensifs, » commença-t-il. « C'est là que les docteurs peuvent prendre le meilleur soin d'elle. »« Elle dort encore ?» demanda Camille, son inquiétude évidente. « Oui, elle est dans un sommeil profond. Les docteurs l'aident à respirer avec des machines spéciales pendant que son corps guérit. Je peux la voir ?» La question était inévitable. Antoine hésita. Les règles des soins intensifs sont différentes. Normalement, les enfants ne sont pas autorisés à entrer, mais je vais parler au docteur, voir ce qu'on peut faire. Camille baissa la tête, déçue, mais n'insista pas. Même à son âge, elle semblait comprendre la gravité de la situation. Quand est-ce qu'elle va se réveiller? Nous ne le savons pas encore, répondit honnêtement Antoine. Cela peut prendre du temps, mais les docteurs font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Dans le silence qui suivit, Antoine sortit son téléphone et commença à passer des appels. D'abord à son assistante, lui donnant des instructions claires sur le paiement du traitement de Sophie et l'annulation de tous ses engagements pour les prochains jours. Puis à son avocat, Maître Lemaire, lui demandant de préparer tous les documents nécessaires pour garantir que Sophie reçoive les meilleurs soins médicaux possibles, quel qu'en soit le coût. Pendant qu'il parlait au téléphone, il observait Camille colorier soigneusement son livre avec des teintes vives pour un ciel étoilé. Il y avait quelque chose dans sa concentration, dans la façon dont elle tenait le crayon avec détermination, qui lui rappelait tellement Sophie, cette même persistance, cette même force tranquille. Quand il eut terminé ses appels, Antoine s'excusa auprès de Camille et se dirigea vers le bureau de réception des soins intensifs, où il parla avec l'infirmière en chef, Isabelle Garnier. Il expliqua la situation de Camille, comment elle était seule sans famille, proche à proximité, et demanda une exception pour que la petite fille puisse voir sa mère, même si ce n'était que brièvement. L'infirmière en chef, une femme robuste, aux yeux bienveillants, écouta attentivement. « Normalement, nous n'autorisons pas les enfants en soins intensifs, commença-t-elle. Mais étant donné les circonstances, elle regarda Camille, qui coloriait toujours patiemment. « Je vais autoriser une courte visite, 5 minutes, pas plus, et je dois la préparer à ce qu'elle va voir. Il y a beaucoup de tubes et de machines. Cela peut être effrayant. »« Merci, » dit sincèrement Antoine. « Je resterai avec elle tout le temps. » L'infirmière hocha la tête. « Venez avec moi. » Camille sauta de sa chaise quand Antoine l'appela, laissant tomber ses crayons dans sa précipitation. Il se pencha pour les ramasser, les rangeant soigneusement dans sa poche. « Camille, » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur, « on va aller voir ta maman maintenant. Mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Elle dort profondément et il y a des machines qui l'aident à respirer. Ça peut avoir l'air un peu effrayant, mais ces machines l'aident à aller mieux. »
Camille hocha la tête solennellement. « Compris. » L'infirmière les conduisit dans un long couloir silencieux, arrivant à une zone avec de grandes portes vitrées. Avant d'entrer, elle tendit à Antoine et Camille des blouses, des masques et des charlottes jetables à porter. « Pour protéger les patients des microbes », expliqua-t-elle en aidant Camille à ajuster correctement son masque. Les soins intensifs étaient entièrement différents du reste de l'hôpital. Le silence n'était rompu que par le bip constant des moniteurs et le son mécanique des ventilateurs. Un éclairage doux illuminait la zone, créant une atmosphère presque surnaturelle. Les patients gisaient dans des lits séparés par des rideaux, chacun connecté à des tubes et des machines. L'infirmière les guida jusqu'au lit où se trouvait Sophie. Antoine sentit Camille lui serrer la main plus fort quand elle vit sa mère pour la première fois. Sophie était pâle, presque de la couleur des draps. Un tube sortait de sa bouche, attaché à un ventilateur qui montait et descendait à un rythme régulier. Des moniteurs affichèrent ses signes vitaux en lignes colorées. Une partie de ses cheveux avait été rasée pour la chirurgie et un pansement couvrait une partie de sa tête. Camille resta immobile un instant, observant simplement. Antoine ne savait pas à quoi s'attendre, des pleurs, des cris, peut-être même de la peur. Mais Camille lâcha simplement sa main et s'approcha du lit, s'arrêtant à côté de Sophie. « Bonjour maman, dit-elle doucement. C'est Camille. Le docteur a dit que tu dormais pour aller mieux. » Antoine sentit une boule dans sa gorge au son de la petite voix calme de Camille parlant à sa mère inconsciente. « Je vais bien, continua-t-elle. Il y a un monsieur qui s'appelle Antoine qui s'occupe de moi. Il m'a acheté un sandwich au fromage et un livre de coloriage. » Camille tendit la main et toucha doucement les doigts de Sophie. « Ne t'inquiète pour rien, d'accord ? Guéris vite. Mamie Yvette est en route. Je suis courageuse, comme tu me l'as toujours appris. » La simplicité et la pureté de ces mots frappèrent Antoine comme un coup physique. Voilà une enfant de 5 ans, confrontée à ce qui pourrait être la pire crise de sa vie, avec une dignité que beaucoup d'adultes n'avaient pas. Une dignité que lui, avec tout son argent et son pouvoir, n'avait jamais montrée. « Je t'aime, maman », termina Camille en embrassant doucement les doigts de sa mère. L'infirmière, qui avait gardé une distance respectueuse, s'approcha de nouveau. « Nous devons y aller maintenant, dit-elle gentiment. Mais tu pourras revenir demain pour une autre courte visite. » Camille hocha la tête, s'éloignant à contre-cœur. En quittant les soins intensifs, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser au contraste entre sa vie et la lutte quotidienne de Sophie et Camille. Il avait tout, argent, pouvoir, influence, et pourtant il se sentait vide. Sophie n'avait rien sauf sa fille, et pourtant elle avait élevé une enfant capable de tant d'amour et de courage. De retour dans la salle d'attente, Antoine reçut un appel de son avocat. « Tout est prêt, monsieur Dubois », dit la voix à l'autre bout du fil. « L'hôpital a été informé. Tous les frais pour le traitement de mademoiselle Moreau seront couverts sans limite de dépenses. »« Merci, Pierre, » répondit Antoine. « Il y a autre chose que j'ai besoin que tu fasses. » Il expliqua ce qu'il voulait. Une fiducie financière dédiée à Sophie et Camille, une somme substantielle qui garantirait qu'elles n'auraient plus jamais à se soucier de l'argent. L'éducation de Camille, une maison, une allocation mensuelle, tout le nécessaire pour la sécurité et le confort. « Et Pierre, ajouta-t-il avant de raccrocher, je veux que ce soit fait anonymement. Sophie ne doit pas savoir que l'argent vient de moi. » Après la fin de l'appel, Antoine observa Camille, qui avait repris son coloriage. Elle choisissait des couleurs vives, créant un monde éclatant sur le papier, un monde où peut-être sa mère allait bien et était heureuse. En la regardant, Antoine réfléchit à sa propre vie. Il avait bâti un empire financier, mais à quel prix? Combien de personnes comme Sophie avait-il écrasées en chemin? Combien de vies avaient souffert à cause de ses décisions impitoyables? Son succès, qui le remplissait autrefois de fierté, lui semblait maintenant creux. Il avait été construit sur les ruines de sa propre humanité et de celle des autres qui l'avaient blessé. Il pensa à toutes les fois où il avait ignoré les conséquences humaines de ses actions. Les licenciements massifs lorsqu'il rachetait des entreprises concurrentes, les petites entreprises qu'il avait anéanties pour augmenter ses profits, les vies qu'il avait impactées sans un second regard. Et pourquoi? Pour vivre seul dans une villa des rêves vides, pour collectionner des voitures qu'il conduisait rarement, pour avoir des comptes en banque avec plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies?
Antoine, la voix de Camille le tira de ses pensées. « Regarde ce que j'ai dessiné. » Elle lui montra fièrement une page où elle avait coloré un jardin plein de fleurs et de papillons. Au milieu du jardin, 2 personnages se tenaient la main, un grand, un petit. « C'est maman et moi, expliqua-t-elle, dans le jardin de notre maison de rêve. Maman dit toujours qu'un jour, on aura une maison avec un jardin. » Antoine sentit quelque chose se briser en lui. Peut-être son cœur, ou peut-être le mur qu'il avait construit autour de lui au fil des ans. « C'est un très beau dessin, Camille, » dit-il, la voix nouée par l'émotion. « Je suis sûr que ta maman l'adorera quand elle se réveillera. » Camille sourit, un sourire plein de l'espoir enfantin qui croit vraiment que tout ira bien. C'était un sourire qu'Antoine voulait protéger à tout prix. À ce moment précis, assis sur une chaise d'hôpital inconfortable à côté d'une petite fille qu'il connaissait à peine, Antoine Dubois se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive à Sophie, il s'assurerait que Camille n'aurait plus jamais à s'inquiéter de son avenir. Même s'il ne savait jamais que c'était lui, même s'il ne recevait jamais de remerciements, il ferait tout le nécessaire pour réparer au moins une des nombreuses vies qu'il avait blessées. Et peut-être, juste peut-être, en aidant Sophie et Camille, pourrait-il commencer à retrouver sa propre humanité perdue. Les jours à l'hôpital se sont installés dans une routine étrangement réconfortante. Le matin, Antoine arrivait tôt, apportant à Camille un petit déjeuner qu'ils achetaient ensemble à la cafétéria. Il avait découvert qu'elle aimait les crêpes au sirop d'érable et s'assurait toujours de commander une portion supplémentaire de fruits, pensant à la façon dont Sophie se soucierait probablement de la nutrition de sa fille. Après le petit déjeuner, il rendait visite à Sophie pendant quelques minutes, une autre exception spéciale que l'infirmière en chef Isabelle autorisait après avoir vu à quel point les visites calmaient la petite fille. Camille parlait à sa mère comme si elle pouvait lui répondre, lui racontant les dessins qu'elle avait faits, les oiseaux qu'elle avait vus par la fenêtre de la cafétéria, et les histoires qu'Antoine lui racontait. Il se tenait toujours un peu en retrait, donnant à Camille l'espace dont elle avait besoin pour un rituel si intime. L'après-midi, tandis que Sophie poursuivait sa bataille silencieuse en soins intensifs, Antoine et Camille s'installaient dans la salle d'attente. Il en avait transformé un coin en son bureau improvisé. Ordinateur portable ouvert, téléphone toujours à portée de main, une pile de documents que son assistante apportait quotidiennement. Son empire continuait de fonctionner, mais maintenant à distance et avec des priorités radicalement modifiées. À côté de lui, Camille installait son propre espace avec des livres de coloriage, des puzzles et les quelques jouets qu'Antoine lui avait achetés. Parfois, elle se penchait pour voir ce qu'il faisait, fascinée par les graphiques colorés sur l'écran de son ordinateur. « Qu'est-ce que c'est que ces chiffres ?» demanda-t-elle une fois en montrant un tableur compliqué. « Ce sont des informations sur les entreprises que je gère, » expliqua simplement Antoine. « Tu as beaucoup d'entreprises. » Ses yeux s'écarquillèrent à cette idée. « Quelques-unes. » Maman dit que diriger une entreprise doit être très difficile. C'est pour ça qu'elle a toujours travaillé pour d'autres personnes. C'était étrange de voir à quel point sa vie avait changé en moins d'une semaine. Le puissant PDG qui n'allait jamais nulle part sans son chauffeur garait maintenant sa propre voiture à l'hôpital. L'homme qui facturait des centaines d'euros par minute pour des consultations passait maintenant des heures à raconter des histoires à une enfant de 5 ans. L'exécutif impitoyable qui ne perdait jamais de temps sur des futilités savait maintenant exactement comment Camille aimait son chocolat chaud. Tiède, avec beaucoup de mini-marshmallows dessus. Les infirmières se sont vite habituées à leur présence. Certaines apportèrent de petits cadeaux pour Camille. Un ruban pour les cheveux, des bonbons à la menthe, un magazine de coloriage. Antoine remarqua comment l'hôpital entier semblait avoir adopté la petite fille, tout le monde conscient de sa situation délicate. « Vous êtes son père ?» demanda une nouvelle infirmière un jour en vérifiant les signes vitaux de Sophie. « Non !» répondit-il rapidement, se sentant un peu mal à l'aise avec la question. « Je suis un ami de la famille. » L'infirmière hocha la tête, sans insister. Mais Antoine remarqua à quel point la question l'avait affecté. Quel genre d'ami était-il pour Sophie? Certainement pas le genre qu'elle aurait choisi pour s'occuper de sa fille, si elle avait eu le choix. Ce matin-là, le 8e jour depuis l'accident, Camille était inhabituellement silencieuse.
Elle jouait distraitement avec une licorne en peluche qu'Antoine lui avait offerte, mais son regard dérivait sans cesse vers les portes des soins intensifs. « Tout va bien ?» demanda Antoine, fermant son ordinateur portable et lui accordant toute son attention. Camille haussa les épaules, un geste qu'il reconnaissait comme sa façon de dire que quelque chose la dérangeait, mais qu'elle ne savait pas comment l'exprimer. « Tu sais ce que je faisais quand j'étais triste quand j'étais enfant ?» essaya-t-il, s'asseyant par terre à côté d'elle, ignorant comment son costume se froisserait. Camille le regarda avec une curiosité sincère. C'était probablement difficile pour elle d'imaginer Antoine enfant, comme s'il était né adulte en costume, parlant au téléphone. « Tu as été un enfant un jour », Antoine rit, se surprenant lui-même. C'était la première fois qu'il riait sincèrement depuis des jours. Le son semblait étrange, presque étranger, dans l'environnement sobre de l'hôpital. Crois-le ou non, je l'ai été, il y a longtemps. Et quand j'étais triste, ma mère me racontait des histoires. Quel genre d'histoires ? Principalement des histoires d'aventure sur des pirates et des trésors cachés, des chevaliers et des dragons. Les yeux de Camille s'illuminèrent comme un ciel nuageux, laissant passer un rayon de soleil soudain. Maman raconte des histoires aussi. Elle les invente toutes, elle n'a pas besoin d'un livre. Vraiment ? Antoine sourit, imaginant Sophie créant des mondes magiques pour sa fille, après de longues journées de travail à 2 emplois. Laquelle est ta préférée ? Celle de la fille sur la lune, répondit promptement Camille, son visage s'éclaircissant au souvenir. C'est l'histoire d'une fille qui vit sur la lune et qui regarde la Terre, voulant la visiter. Elle devient amie avec une étoile qui l'aide à descendre ici. Ça a l'air d'une histoire merveilleuse. C'est la meilleure, affirma Camille avec la conviction absolue que seul un enfant peut avoir. Puis elle ajouta doucement, comme si elle partageait un secret précieux. Maman dit que je suis comme la fille de la lune, toujours en train de rêver de nouveaux endroits. Antoine sentit une pointe dans sa poitrine. En quelques jours seulement, il avait appris plus sur l'amour inconditionnel entre une mère et sa fille que dans toute sa vie de relations superficielles et intéressées. « Voudrais-tu que je te raconte une histoire ?» proposa-t-il, se sentant soudainement inadéquate pour la tâche. Camille sembla peser sérieusement l'offre, décidant si Antoine pouvait convenablement prendre la place de sa mère dans ce rôle important. Ses petits yeux l'étudièrent avec une telle intensité qu'il faillit reculer. « D'accord, décida-t-elle finalement, s'installant sur le tapis de la salle d'attente. Mais ça doit être sur une princesse courageuse, pas une qui attend juste d'être sauvée. » Antoine sourit. Bien sûr, Sophie aurait appris à sa fille à valoriser les protagonistes féminines fortes. Même au milieu de ses propres luttes, elle élevait une fille qui ne se contenterait jamais du rôle de demoiselle en détresse. « Voyons ce que je peux faire, pensa-t-il un instant, puis commença. « Il était une fois une princesse nommée... »« Camille !» l'interrompit la fillette, les yeux brillants pour la première fois de la journée. Bien sûr, il était une fois une princesse nommée Camille, qui vivait dans un royaume très, très lointain. Pendant près d'1 heure, Antoine improvisa une histoire sur une princesse courageuse qui se lançait dans une quête pour trouver une fleur magique, capable de guérir n'importe quelle maladie. La princesse Camille affronta des dragons qui devinrent plus tard ses amis, résolut des énigmes laissées par d'anciennes civilisations et aida les créatures de la forêt, tout cela pour sauver sa mère, la reine, qui était mystérieusement tombée malade. En racontant l'histoire, Antoine fut surpris de sa propre créativité. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait inventé quelque chose uniquement pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Ses présentations et ses tableurs financiers étaient sa version adulte de la narration, seulement beaucoup moins magique et beaucoup plus prévisible. Quand il eut terminé avec la princesse Camille, revenant triomphalement au château avec la fleur de guérison, sauvant sa mère et tout le royaume, il réalisa que la vraie Camille le regardait avec un nouveau regard dans les yeux, comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu racontes bien les histoires, » dit-elle finalement, un petit sourire aux lèvres. « Pas aussi bien que maman, mais assez bien. » Venant de Camille, c'était le plus grand compliment qu'il pouvait espérer. Antoine ressentit une étrange fierté, si différente de la satisfaction de conclure une grosse affaire ou de voir ses actions grimper. « Merci. Peut-être qu'on pourra continuer l'histoire demain, voir quelles autres aventures aura la princesse Camille. »
Camille hocha la tête avec enthousiasme, mais son sourire s'estompa bientôt, remplacé par une ombre d'inquiétude. Et si maman se réveille demain, alors c'est elle qui racontera les histoires. La question était à la fois pleine d'espoir et d'inquiétude, comme si Camille craignait que le rétablissement de sa mère ne perturbe d'une manière ou d'une autre ce nouveau rituel qu'ils avaient créé. « Alors nous aurons encore plus d'histoires à raconter, » dit doucement Antoine. « On ne peut jamais avoir trop d'histoires, n'est-ce pas? Et je suis sûr que celles de ta maman sont bien meilleures que les miennes. » Camille sembla y réfléchir, hochant lentement la tête. « Oui, mais tes histoires sont bien aussi. Peut-être que vous pourrez les raconter ensemble quand elle se réveillera. » L'idée de s'asseoir avec Sophie, d'inventer des histoires pour Camille, semblait aussi impossible que réconfortante. Antoine ne pouvait imaginer un scénario où Sophie lui permettrait de rester dans leur vie une fois qu'elle serait rétablie. Pourquoi le ferait-elle? Il avait été le méchant de sa véritable histoire. Cet après-midi-là, tandis que Camille faisait la sieste sur le petit canapé de la salle d'attente, épuisé après une matinée de narration et de coloriage, Antoine saisit l'occasion de rendre visite à Sophie seule. Il y avait quelque chose qu'il avait besoin de dire, même si elle ne pouvait pas l'entendre. Les soins intensifs étaient calmes à cette heure. Les bips réguliers des moniteurs créaient une mélodie monotone, presque hypnotique. Sophie gisait immobile, toujours sous ventilateur, sa peau pâle contre les draps blancs de l'hôpital. Antoine tira une chaise et s'assit à côté d'elle. Depuis l'accident, il était entré dans cette pièce de nombreuses fois, mais toujours avec Camille. Il n'avait jamais été seul avec Sophie. « Bonjour Sophie » commença-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne suis pas sûr que tu puisses m'entendre. Les docteurs disent que peut-être tu peux. » Il fit une pause, regardant son visage serein. Même dans cet état, avec une partie de ses cheveux rasés et des tubes dans la bouche, elle avait toujours la dignité dont il se souvenait. « Ta fille est incroyable, tu sais. Elle est forte comme toi, intelligente aussi. Et elle a un cœur immense. » Il déglutit difficilement. « Tu as fait un travail merveilleux en l'élevant, Sophie. Même avec toutes les difficultés. Des difficultés qu'il avait causées. Les mots non dits pesaient dans l'air comme du plomb. Je m'occupe d'elle pendant que tu te rétablis. Je sais que je ne suis pas celui que tu choisirais, mais je te promets que je fais de mon mieux. » Antoine regarda ses propres mains. Des mains qui avaient de signer le mémo licenciant Sophie, des mains qui aidaient maintenant sa fille à colorier des images et à construire des châteaux de blocs. Camille m'a parlé de l'histoire de la fille de la Lune. Elle a dit que c'était sa préférée. Un instant, il resta silencieux, écoutant les machines. Puis, sans vraiment le prévoir, il commença à parler des derniers jours. Il raconta à Sophie les dessins de Camille, l'uniforme d'infirmière en jouet qu'ils avaient acheté à la boutique de cadeaux de l'hôpital, comment elle aimait regarder les oiseaux par la fenêtre de la cafétéria. Tandis qu'il parlait, quelque chose d'étrange se produisit. La lecture de la pression sur le moniteur de Sophie commença à fluctuer légèrement, pas de façon drastique, mais suffisamment pour qu'Antoine le remarque. « Sophie » appela-t-il en se penchant en avant. « Peux-tu m'entendre » Le moniteur continuait d'enregistrer de petites variations, comme si quelque chose à l'intérieur de Sophie réagissait. C'était peut-être une coïncidence. Peut-être pas. « Je continuerai à m'occuper de Camille jusqu'à ce que tu ailles mieux, promit-il. Et je m'assurerai que vous ayez toutes les deux tout ce dont vous avez besoin par la suite. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux au moins essayer de faire quelque chose de bien maintenant. » Juste à ce moment-là, la porte des soins intensifs s'ouvrit et le docteur Lefebvre entra avec 2 infirmières. Leurs visages sombres dirent immédiatement à Antoine que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Dubois, » dit le médecin, son expression sérieuse, « nous devons effectuer quelques procédures sur mademoiselle Moreau. Pourriez-vous nous laisser un moment ?» Quelque chose dans le ton du médecin déclencha des alarmes dans l'esprit d'Antoine. Ce n'était pas juste une routine. Que s'est-il passé? Le docteur Lefebvre hésita, jetant un coup d'œil aux infirmières qui vérifièrent déjà l'équipement et préparèrent le matériel. « Nous avons détecté une possible infection post-opératoire. Les tests montrent une augmentation significative des marqueurs inflammatoires et sa température monte. Nous commençons un traitement antibiotique agressif
et nous devons faire quelques procédures supplémentaires. » « Est-ce grave ?» demanda Antoine, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Chez une patiente, dans son état, toute complication est préoccupante, » dit franchement le médecin. « Une infection peut se propager rapidement et compromettre plusieurs organes, mais nous agissons vite. C'est le maximum que nous puissions faire pour l'instant. » Antoine hocha la tête, sentant un poids énorme sur ses épaules. Il jeta un dernier regard à Sophie avant de partir. Les machines continuaient de suivre son rythme cardiaque, fragile mais persistant. « Nous ferons tout notre possible », assura le docteur Lefebvre. En retournant à la salle d'attente, il trouva Camille toujours endormie. Elle serrait la licorne en peluche, l'air si petite et vulnérable sur le canapé surdimensionné. Son visage était détendu dans le sommeil, les soucis brièvement oubliés. Antoine s'assit sur une chaise voisine, la regardant. Qu'arriverait-il si Sophie ne survivait pas? La question qu'il avait évitée planait maintenant sur lui. Camille avait mentionné une grand-mère Yvette qui vivait loin et avait des problèmes de santé. Mais à part cela, il ne semblait y avoir personne d'autre. Pas d'autres parents, pas d'amis proches se précipitant à l'hôpital. L'idée de Camille affrontant le monde seul, ballottée dans le système de placement familial, était insupportable. Antoine connaissait les statistiques. Les enfants plus âgés étaient rarement adoptés. Beaucoup passaient d'un foyer temporaire à un autre, jusqu'à leurs 18 ans. Non, il ne laisserait pas cela arriver. Là, dans cette salle d'attente anonyme, alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le sol, Antoine Dubois fit un vœu silencieux. Que Sophie vive ou meure, Camille ne serait pas laissée sans protection. Il utiliserait tout son pouvoir, son influence et son argent pour s'assurer qu'elle soit en sécurité et heureuse. C'était le moins qu'il puisse faire, une petite tentative pour expier le mal qu'il avait causé. Camille bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose qui ressemblait au nom de sa mère. Instinctivement, Antoine ajusta la couverture sur elle, un geste protecteur qui lui aurait semblé étrange une semaine plus tôt. Dans le couloir, médecins et infirmières se précipitaient. Quelque chose se passait en soins intensifs, peut-être lié à Sophie, peut-être à un autre patient. Antoine voulait se lever pour demander ce qui se passait, mais il ne pouvait pas laisser Camille seule. Alors, il resta, déchiré entre son besoin de savoir pour Sophie et sa responsabilité envers sa fille. C'est alors qu'il réalisa à quel point il avait changé intérieurement. S'occuper de Camille n'était plus seulement une obligation née de la culpabilité. C'était devenu quelque chose de plus profond, de plus significatif. Il se souciait sincèrement du bien-être de l'enfant, de ses sentiments, de ses peurs, de ses espoirs, de ses rêves de princesse courageuse et de dragons amicaux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Antoine Dubois plaçait les besoins de quelqu'un d'autre au-dessus des siens. Et, étrangement, cela ne ressemblait pas à un sacrifice. Cela semblait être la chose la plus naturelle du monde. Les yeux de Camille s'ouvrirent lentement, chassant le sommeil en clignant des yeux. « Antoine ?» demanda-t-elle, la voix rauque. « Quelle heure est-il » ?« Presque 5 heures, » répondit-il doucement. « Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête, s'asseyant et se frottant les yeux avec de petits poings. « J'ai rêvé de la princesse Camille. Elle chevauchait un dragon amical dans le ciel. Le dragon était violet, avec des ailes dorées. » Antoine sourit, imaginant la scène vibrante et magique qu'elle décrivait. « Ça a l'air d'un super rêve. »« Ouais, » acquiesça Camille. Maman était là aussi. Elle allait mieux et souriait beaucoup. Un instant, Antoine ne sut que dire. Comment maintenir l'espoir d'un enfant alors que les médecins se précipitaient pour sauver sa mère d'une nouvelle complication? « Tu sais quelque chose, Camille ?» dit-il finalement. « Je pense que la princesse Camille, dans notre histoire, devrait avoir un dragon amical dans le prochain chapitre. Tu ne crois pas ?» Ses yeux s'illuminèrent, oubliant temporairement ses soucis. « Oui, un dragon violet avec des ailes dorées. Il peut emmener la princesse visiter la lune, comme dans l'histoire de maman. Violette avec des ailes dorées, ce sera. » Il acquiesça. Et ensemble, ils voleront si haut qu'ils pourront toucher les étoiles. Tandis que Camille décrivait avec enthousiasme la prochaine aventure, Antoine fit une autre promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive à Sophie, il garderait la magie des histoires vivantes pour Camille.
Il s'assurerait qu'elle continue de croire aux princesses courageuses et aux dragons amicaux, aux fins heureuses et aux nouveaux départs. Parce qu'à ce moment-là, au milieu d'histoires inventées et de promesses silencieuses, il avait trouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, son humanité. La pluie tombait doucement contre les fenêtres du bureau de maître Pierre Lemaire, l'avocat personnel d'Antoine, depuis plus de 15 ans. Les deux hommes étaient assis face à face, de part et d'autre, d'un grand bureau en acajou antique, une pile de documents entre eux. « Êtes-vous sûr de cela, Antoine ?» demanda Pierre en ajustant ses lunettes de lecture. « Nous parlons d'une somme d'argent considérable. » Antoine regarda par la fenêtre un instant, observant les gouttes de pluie glisser sur la vitre, formant de minuscules rivières de cristal. De cet étage, il pouvait voir une grande partie de la ville. La même ville où, quelque part, Sophie luttait pour sa vie, tandis que Camille attendait des nouvelles, temporairement sous la supervision de l'assistante sociale de l'hôpital. « Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie, Pierre, » répondit-il finalement, ramenant son attention sur l'avocat. « Je veux que tous les documents soient prêts à être signés aujourd'hui. » Pierre hocha la tête, feuilletant les papiers devant lui. « Passons en revue les détails, alors, » dit-il d'un ton professionnel. « Nous créons une fiducie d'une valeur de 5 millions d'euros pour Sophie Moreau et sa fille, Camille Moreau. »« Correct. Le fonds sera géré par notre cabinet avec vous, comme fiduciaire anonyme. Nous avons divisé les ressources en 3 parties principales. » Pierre leva un doigt. « Premièrement, l'achat d'une résidence au nom de Sophie, entièrement payée, d'une valeur d'environ 1 million d'euros, incluant les taxes et un fonds d'entretien pour les 20 prochaines années. »« La maison doit être dans un quartier sûr, » l'interrompit Antoine. « Près de bonnes écoles, avec un jardin. » Camille a mentionné que sa mère a toujours rêvé d'avoir une maison avec un jardin. Pierre prit rapidement une note et continua. « Deuxièmement, un fonds éducatif, exclusivement pour Camille, couvrant toutes les dépenses de l'école primaire aux études supérieures dans n'importe quelle institution qu'elle choisira, nationale ou internationale. Nous avons également inclus des provisions pour le tutorat, les cours extrascolaires, les programmes d'études à l'étranger et toutes autres dépenses liées à l'éducation. Et le montant sera ajusté annuellement pour l'inflation, ajouta Antoine. Je veux être sûr que dans 15 ans, quand elle sera prête pour l'université, l'argent sera toujours suffisant, quelle que soit l'augmentation des coûts. C'est déjà dans le contrat, assura Pierre. Enfin, la 3e partie, une allocation mensuelle à vie pour Sophie, le double de ce qu'elle gagnait en cumulant ses 2 emplois. Elle sera déposée mensuellement sur un compte spécial, sans condition, aussi longtemps qu'elle vivra. Antoine hocha la tête, satisfait. Il avait passé des jours à calculer et recalculer ces chiffres, s'assurant que Sophie et Camille seraient complètement en sécurité, quoi qu'il arrive. « Et la question de l'anonymat » demanda-t-il. Pierre prit un autre document de la pile. Comme demandé, le fonds sera administré par une fondation créée spécifiquement à cet effet. Sophie sera informée qu'elle a reçu un don anonyme d'un bienfaiteur qui souhaite rester inconnu. Notre cabinet sera le seul point de contact et je vous garantis que nous garderons votre identité absolument confidentielle. Parfait. Et les critères pour accéder au fonds ? Pratiquement aucun, répondit Pierre en haussant légèrement les sourcils. Cette partie est inhabituelle, Antoine. Normalement, les fiducies comme celle-ci sont assorties de dizaines de clauses et de conditions. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir établir d'exigences ? Pas de conditions, secoua fermement la tête Antoine. Aucune. Sophie en a assez bavé. Je ne veux pas qu'elle ait à prouver qu'elle mérite cet argent ou à suivre des règles que nous avons établies. Elle saura mieux que quiconque comment l'utiliser. Pierre l'étudia un instant, clairement intrigué par le comportement atypique de son client. En 15 ans de travail pour Antoine Dubois, il ne l'avait jamais vu faire preuve d'une telle générosité sans attendre quelque chose en retour, surtout à ce niveau de dépenses. « Puis-je poser une question personnelle ?» s'aventura Pierre. « Allez-y, pourquoi faites-vous cela ? Je veux dire, 5 millions d'euros, c'est beaucoup, même pour vous. Et d'après ce que je comprends, cette femme n'est même pas une amie proche. » Antoine resta silencieux quelques secondes, réfléchissant à la manière de répondre. Il n'avait pas parlé à Pierre de son passé avec Sophie, de la façon dont il l'avait injustement licenciée des années auparavant, ni des nuits à l'hôpital à s'occuper de Camille pendant que Sophie luttait pour sa vie.
Certaines choses étaient trop personnelles, même pour son avocat de confiance. « Disons simplement que j'essaie d'équilibrer la balance », répondit-il finalement. « Certaines dettes ne peuvent pas être payées avec de l'argent, Pierre, mais c'est le mieux que je puisse offrir pour l'instant. » L'avocat hocha la tête, sans insister. Il connaissait assez bien Antoine pour sentir quand il fallait reculer. « Les documents seront prêts à être signés d'ici la fin de la journée, » dit-il en rassemblant les papiers. « Je vais prioriser ce dossier personnellement. »« Merci. » Antoine se leva, ajustant la veste de son costume. « Et souvenez-vous, Pierre, personne ne doit être au courant de cela. Personne. Confidentialité absolue, comme toujours. » En quittant le cabinet d'avocat, Antoine sentit une curieuse lourdeur dans sa poitrine. Pas la culpabilité qu'il avait portée ces dernières semaines, mais autre chose. Quelque chose qui s'apparentait à la paix, ou peut-être à l'espoir. Dans la voiture sur le chemin du retour à l'hôpital, il réfléchit à sa décision. 5 millions d'euros. Pour lui, cela représentait un peu plus de quelques mois de profit. Mais pour Sophie et Camille, cela signifiait une vie complètement différente. Une maison à elle, pas de soucis de loyer, une éducation de qualité supérieure pour Camille, sans limite, une sécurité financière pour que Sophie puisse enfin respirer, peut-être même poursuivre les rêves qu'elle avait abandonnés en devenant mère célibataire. Tout cela sans qu'elle sache que cela venait de lui. Pas de reconnaissance publique, pas de gratitude, pas de chance de rédemption à leurs yeux, juste la certitude tranquille qu'au moins 7 fois, il faisait la bonne chose. C'était étrange de voir à quel point cela lui apportait du réconfort. Avant l'accident, avant de rencontrer Camille, Antoine n'aurait jamais envisagé un don anonyme. Quel était l'intérêt sans reconnaissance publique, sans une photo dans le journal, sans un remerciement de l'institution ? Mais maintenant, l'idée d'aider sans être identifié lui semblait plus pure, plus significative. À un feu rouge, son téléphone sonna. C'était Pierre. « J'ai eu une idée, » dit l'avocat sans préambule. « Et si nous incluions une lettre avec la notification de la fiducie, quelque chose qui explique à Sophie pourquoi elle reçoit cet argent sans révéler votre identité ?» Antoine considéra la suggestion un instant. Une lettre, des mots qui pourraient essayer d'expliquer l'inexplicable, de justifier l'injustifiable. « Non, » répondit-il finalement. « Pas de lettre, pas d'explication, juste l'argent et la liberté de l'utiliser comme elle l'entend. Car au final, pensa Antoine alors que le feu passait au vert et qu'il se dirigeait vers l'hôpital, les mots ne répareraient pas ce qu'il avait brisé des années auparavant. Mais peut-être, juste peut-être, les actions pourraient planter les graines d'un avenir meilleur pour Sophie et Camille. Un avenir dans lequel, pour la première fois de sa vie, Antoine Dubois ferait partie de la solution, pas de la destruction. Les jours à l'hôpital se sont transformés en semaines. Antoine connaissait maintenant chaque infirmière par son nom, chaque recoin de la salle d'attente, et pouvait prédire quand la machine à café tomberait en panne. Généralement le mercredi vers 15 heures. Ce qui avait commencé comme un séjour temporaire était devenu une routine. Lui et Camille avaient recréé leur propre petit monde à l'intérieur de ces murs blancs et aseptisés. La saga de la princesse Camille et de son dragon aux ailes dorées s'étendait maintenant sur de nombreux chapitres, devenant plus élaborés chaque soir. Antoine se surprenait de sa propre imagination, inventant des personnages, des terres magiques, et des aventures qui faisaient briller les yeux de Camille. Même les jours les plus difficiles, parfois d'autres patients ou des membres de leur famille s'arrêtaient pour écouter, formant un petit public improbable pour ces histoires. L'état de Sophie s'était stabilisé après l'infection. Les médecins avaient réussi à la contrôler avec de puissants antibiotiques, mais elle restait dans un coma artificiel, son corps ayant besoin de temps pour se remettre du double traumatisme de l'hémorragie cérébrale et des complications ultérieures. Le docteur Lefebvre expliqua que dans des cas comme le sien, la patience était essentielle. Le cerveau suivait son propre calendrier de guérison. Ce matin-là, le 27e jour depuis l'accident, Antoine arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Il était rentré chez lui pour changer de vêtements et prendre quelques nouveaux jouets pour Camille. En descendant le couloir, désormais familier, il remarqua une activité inhabituelle dans la zone des soins intensifs. Des infirmières se précipitaient dans et hors de la chambre de Sophie, et le docteur Lefebvre était là,
ce qui était rare à cette heure. Le cœur d'Antoine battait la chamade. Après tant de semaines d'attente, son corps était conditionné à interpréter tout changement comme une menace. Il accéléra le pas, s'approchant du poste des infirmières. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à l'infirmière Isabelle Garnier, qui était devenue une alliée pour s'occuper de Camille. Son visage s'illumina d'un sourire sincère, le premier sourire plein d'espoir qu'Antoine avait vu depuis des semaines. « Elle se réveille, monsieur Dubois. Ses signes neurologiques se sont considérablement améliorés pendant la nuit et elle a commencé à montrer des réponses aux stimuli. Le docteur Lefebvre réduit progressivement les sédatifs et elle sort du coma. » Antoine sentit ses genoux fléchir. Il s'agrippa au bureau en essayant de digérer la nouvelle. « Elle est consciente, elle parle. » Pas encore complètement consciente, mais elle réagit. C'est un processus graduel. Cela pourrait prendre des heures, voire des jours, pour qu'elle soit complètement alerte et orientée. L'infirmière posa une main douce sur son bras. « Mais c'est un bon signe, monsieur Dubois. Un très bon signe. Est-ce que Camille est au courant ? » « Pas encore. L'assistante sociale l'a emmené prendre son petit déjeuner à la cafétéria. Nous avons pensé qu'il valait mieux l'informer avec précaution. Se réveiller d'un coma prolongé peut être déroutant, parfois effrayant pour les membres de la famille, et surtout les enfants. » Antoine hocha la tête, comprenant la prudence. « Je peux la voir ? » « Sophie, je veux dire. » Le docteur Lefebvre termine son évaluation. Dès qu'il aura fini, je ne vois pas de problème, mais soyez préparé, monsieur Dubois. Elle sera toujours sous certains équipements et elle pourrait ne pas vous reconnaître immédiatement. L'heure suivante fut l'une des plus longues de la vie d'Antoine. Il resta dans la salle d'attente, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Son téléphone sonnait sans arrêt. Les affaires de l'entreprise qui semblaient autrefois urgentes lui paraissaient maintenant triviales par rapport à ce qui se passait dans cet hôpital. Finalement, le docteur Lefebvre apparut, l'air fatigué, mais satisfait. « Monsieur Dubois » salua-t-il d'un hochement de tête. « J'ai de bonnes nouvelles. Mademoiselle Moreau répond bien à la diminution de la sédation. Elle n'est pas encore complètement lucide, mais elle a ouvert les yeux plusieurs fois et semble reconnaître les stimuli verbaux. »« C'est merveilleux, » dit Antoine, ressentant une émotion qu'il ne pouvait nommer. Le soulagement, la joie, ou peut-être la peur de ce qui allait suivre. Des séquelles durables ? Le médecin ajusta ses lunettes, choisissant ses mots avec soin. Il est trop tôt pour une évaluation complète. Lorsque les patients se réveillent d'un coma prolongé, surtout après un traumatisme crânien, ils peuvent présenter divers degrés de déficience cognitive ou motrice. Certains récupèrent toutes leurs fonctions avec le temps et la rééducation. D'autres subissent des déficits permanents. Antoine pensa à Camille, à la façon dont elle rêvait du jour où sa mère rentrerait à la maison. « Mais elle ira mieux, n'est-ce pas ? Elle pourra s'occuper à nouveau de sa fille. Je suis prudemment optimiste. » Le docteur Lefebvre répondit « Mademoiselle Moreau est jeune et était en excellente santé avant l'accident. C'est en sa faveur. Et bien sûr, le traitement de pointe qu'elle a reçu depuis le début fait une énorme différence. Un traitement qu'Antoine avait obtenu utilisant toute son influence et ses ressources pour faire venir les meilleurs spécialistes, les médicaments les plus avancés, les soins les plus attentifs. « Puis-je la voir maintenant ?» Le médecin hocha brièvement la tête. « Essayez de ne pas la submerger d'informations ou de questions. Une présence calme est idéale pour l'instant. » Antoine se dirigea lentement vers la chambre de Sophie, se sentant étrangement nerveux. Pendant des semaines, il lui avait parlé alors qu'elle était inconsciente, lui racontant Camille, l'hôpital, les petites choses du quotidien. C'était différent. Elle pourrait le regarder, le reconnaître, se souvenir. En entrant dans la chambre, la première chose qu'il remarqua fut le changement d'atmosphère. Elle semblait plus légère, moins oppressante. Une partie de l'équipement avait disparu, y compris le ventilateur. Sophie respirait seule maintenant, avec juste un mince tube d'oxygène dans le nez. Il s'approcha prudemment du lit. Sophie avait les yeux fermés, mais son visage semblait différent, moins comme le masque immobile des derniers jours et plus comme quelqu'un dans un sommeil naturel. Ses cheveux, qui avaient été partiellement rasés, commençaient à repousser, formant de courtes boucles sombres contre l'oreiller blanc. « Sophie !» appela-t-il doucement, ne s'attendant pas vraiment à une réponse.
À sa surprise, ses paupières papillonnèrent lentement, comme si chaque mouvement demandait un effort immense. Sophie ouvrit les yeux. Pas complètement, mais assez pour qu'Antoine voie le brun profond de ses iris, flous et confus. « Bonjour, dit-il, incertain de ce qu'il pouvait dire d'autre. « C'est bon de vous voir réveillé. » Ses yeux parcoururent la pièce un instant, comme s'ils n'enregistraient pas où elle était, ni qui parlait. Puis, progressivement, son regard se posa sur le visage d'Antoine. Il vit l'instant exact où la reconnaissance se fit jour. Un léger élargissement de ses yeux, une tension subtile sur ses lèvres sèches. Antoine. Sa voix n'était qu'un murmure rauque, presque inaudible, le résultat de semaines avec un tube dans la gorge. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Elle le reconnaissait. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle se souvenait encore de lui, non pas comme l'homme qui s'était occupé de sa fille, mais comme le cadre arrogant qu'il avait licencié des années auparavant. « Oui, c'est moi », confirma-t-il doucement. Un froncement de sourcils plissa le front de Sophie, confus. Ses lèvres bougèrent, essayant de former des mots, mais seuls des sons faibles en sortirent. Une infirmière avait laissé un verre d'eau avec une paille sur la table de chevet. Antoine le prit et l'offrit soigneusement à Sophie, qui but quelques petites gorgées. « Camille » demanda-t-elle finalement, sa voix toujours fragile, mais pleine d'inquiétude. « Elle va bien » la rassura rapidement Antoine. « Elle prend son petit déjeuner à la cafétéria. Elle a été là tous les jours, attendant que tu te réveilles. » Sophie ferma les yeux un instant, comme pour absorber l'information. Quand elle les rouvrit, ils semblaient ne plus clairs. « Pourquoi vous » La question contenait tant de couches, tant de questions tacites. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous impliqué? Pourquoi, de toutes les personnes au monde, êtes-vous celui qui se trouve dans ma chambre d'hôpital? Avant qu'Antoine ne puisse formuler une réponse, la porte s'ouvrit. Camille entra en courant, suivie de l'assistante sociale, qui tenta sans succès de la ralentir. « Maman !» Le cri joyeux remplit la pièce. « Tu t'es réveillée ?» Le visage de Sophie changea complètement à la vue de sa fille. La confusion et la tension firent place à une expression d'amour pur, si puissante qu'Antoine sentit une boule dans sa gorge. Avec un effort visible, elle leva un bras, invitant Camille dans une étreinte. « Mon trésor » murmura-t-elle. Camille se précipita vers le lit, serrant sa mère avec précaution, comme si elle savait instinctivement qu'il fallait être douce. Sophie la tenait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Antoine recula, se sentant soudain comme un intrus dans ce moment intime. Mais alors Camille se tourna vers lui, son visage radieux. « Antoine, regarde! Maman s'est réveillée comme la reine dans notre histoire. » Sophie regarda de Camille à Antoine, la confusion revenant. « Notre histoire? » ?»« Oui. Antoine me raconte des histoires tous les soirs en attendant que tu te réveilles, sur la princesse Camille et son dragon aux ailes dorées, et comment elle a sauvé la reine. » Les yeux de Sophie étaient maintenant fixés sur Antoine, pleins de questions. « Antoine s'est occupé de moi, maman. » Camille continua, inconsciente de la tension. « Il m'a offert une licorne et des livres, et m'emmène voir les oiseaux par la fenêtre de la cafétéria. Et il te rend visite tous les jours, aussi. » « Monsieur Dubois, » intervint l'assistante sociale, remarquant la confusion sur le visage de Sophie. « Peut-être devrions-nous revenir plus tard, après que mademoiselle Moreau se soit reposée. »« Non, » dit Sophie, sa voix plus ferme maintenant. « Je veux lui parler, juste nous deux. » L'assistante sociale regarda d'Antoine à Sophie, évaluant la situation. « Vous êtes sûre, mademoiselle Moreau? Vous venez de vous réveiller. Vous ne devriez pas vous surmener. »« J'en suis sûre. » Sophie répondit, puis se tournant vers Camille avec un léger sourire. « Ma chérie, maman a besoin de discuter un peu avec Antoine. Peux-tu attendre dehors avec madame Torres? Je te promets que ce sera rapide. » Camille hésita, ne voulant pas quitter le côté de sa mère si tôt. « Promets que tu ne te rendormiras pas. »« Je te le promets, » murmura Sophie en caressant le visage de sa fille. « Va avec madame Torres maintenant. Elle peut t'acheter un jus de fruits. »« D'accord. » Une fois Camille et l'assistante sociale partis, un lourd silence remplit la pièce. Antoine resta debout, incertain, tandis que Sophie le regardait avec une expression indéchiffrable. « Combien de temps ?» demanda-t-elle finalement.
27 jours depuis l'accident. Sophie ferma les yeux, digérant l'information. Ma fille a été seule pendant presque un mois. Non, s'empressa de clarifier Antoine. Votre mère est arrivée dès qu'elle l'a su, mais elle n'a pas pu rester. Des problèmes de santé personnelle. L'assistante sociale de l'hôpital a beaucoup aidé, mais... Il hésita, incertain de la manière d'expliquer son rôle. Mais c'est vous qui êtes resté avec elle. Sophie termina, l'étudiant attentivement. Pourquoi? C'était la question qu'Antoine avait à la fois attendue et redoutée. Comment expliquer quelque chose qu'il comprenait à peine lui-même? Comment mettre en mots la transformation qui s'était opérée en lui depuis qu'il avait vu Camille pour la première fois dans cette salle d'urgence? « J'étais à l'hôpital le jour de votre accident, commença-t-il. J'ai vu Camille toute seule, désespérée. Quand j'ai découvert qu'elle était votre fille, je me suis senti responsable. »« Responsable ?» répéta Sophie, une lueur d'indignation donnant vie à sa voix faible. « Je ne me souviens pas que vous vous soyez senti responsable lorsque vous m'avez licencié, sans juste cause, détruisant ma carrière. » Antoine baissa la tête, encaissant le reproche. Il n'y avait aucune défense pour ce qu'il avait fait. « Vous avez raison, admit-il. Ce que je vous ai fait était impardonnable. Je n'attendais pas de pardon à l'époque, et je n'en attends pas maintenant. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mais quand j'ai vu Camille, quand j'ai réalisé à quel point elle avait besoin d'aide, je ne pouvais pas simplement partir. » Sophie le regarda longuement, son visage reflétant un conflit intérieur. « Le docteur a dit que j'ai reçu un traitement de pointe, nota-t-elle. Des spécialistes, des médicaments expérimentaux, des procédures que ma couverture de base n'aurait jamais couvertes. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « C'était vous, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête. « J'ai payé votre traitement, oui, mais pas pour me racheter ou acheter votre pardon. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » Sophie détourna le regard, fixant la fenêtre où la lumière timide du soleil entrait. « Savez-vous ce qui s'est passé après que vous m'ayez licencié ?» demanda-t-elle, sa voix plus stable maintenant. « Personne dans le secteur financier ne voulait m'embaucher. Votre nom était trop puissant, votre influence trop grande. J'ai dû repartir de zéro avec un bébé à élever. Chaque mot était un rasoir pour la conscience d'Antoine. Il ne pouvait qu'imaginer ce qu'elle avait enduré. Des nuits blanches, des factures qui s'accumulent, la peur constante de l'avenir. « Je sais que rien ne peut défaire ce qui s'est passé, » dit-il. « Mais j'ai fait autre chose que payer votre traitement. » Sophie le regarda, attendant. « J'ai créé une fiducie financière pour vous et Camille. C'est anonyme, géré par un cabinet d'avocats. Elle comprend une maison entièrement payée, une éducation garantie pour Camille jusqu'à l'université, et un revenu mensuel à vie pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de l'argent. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de choc. « Quoi? Pourquoi? Comment? Vous serez contacté par le cabinet une fois sorti de l'hôpital, » continua Antoine. « Ils vous expliqueront tous les détails. L'argent est à vous, sans condition. Utilisez-le comme bon vous semble. »« Je ne peux pas accepter ça, » dit Sophie en secouant faiblement la tête. « C'est trop. On dirait un pot de vin. » « Ce n'est pas un pot de vin, » insista doucement Antoine. « Et vous n'avez pas à décider maintenant. Sachez simplement que c'est là, disponible, quand vous en aurez besoin. » Sophie ferma de nouveau les yeux, l'air épuisé par la conversation. Quand elle les rouvrit, il y avait une nouvelle détermination dans son regard. « Je ne sais pas quoi dire, Antoine. Une partie de moi veut refuser tout ce qui vient de vous. Une autre partie pense à Camille, aux opportunités que cela lui donnerait. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. »« Bien sûr, » acquiesça-t-il immédiatement. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Un silence plus léger s'installa entre eux. Par la fenêtre, on pouvait entendre des oiseaux chanter. Un petit rappel que le monde extérieur continuait, inconscient du drame qui se déroulait dans cette chambre d'hôpital. « Camille semble beaucoup vous apprécier, » commenta Sophie, un léger ton de surprise dans sa voix. Antoine sourit doucement. Elle est incroyable, intelligente, courageuse, imaginative. Vous avez fait un travail merveilleux en l'élevant. » Un léger fantôme de sourire apparut sur les lèvres de Sophie. « Elle est toute ma vie. »« Je sais que cela n'efface pas ce que j'ai fait, » dit Antoine après un moment, sa voix rauque de sincérité.
Mais j'espère que cela vous donnera un nouveau départ. Une vie sans les difficultés que j'ai causées. » Sophie l'étudia silencieusement, comme pour essayer de voir au-delà de la surface et trouver la vérité dans ses mots. « Je vais rappeler Camille, » dit-elle finalement. « Elle doit être anxieuse. » Antoine comprit que la conversation était terminée et hocha la tête en se levant. « Je vais la chercher. » Quand il revint avec Camille, la fillette courut directement dans les bras de sa mère, pleine d'histoires à raconter, de questions à poser, d'amour à donner. Antoine s'attarda près de la porte, sentant que son temps ici était terminé. « Je dois y aller maintenant, » annonça-t-il doucement. Camille se tourna, surprise. « Mais tu reviendras, n'est-ce pas, pour finir l'histoire du dragon ?» Antoine regarda Sophie, dont l'expression était neutre. « Ça dépend de ta mère, Camille. Vous pouvez passer si vous voulez, » dit Sophie, le surprenant. « Elle va évidemment vous manquer. » C'était plus qu'il n'espérait ou ne méritait. « Merci, » répondit-il, vraiment reconnaissant. Camille sauta du lit et lui serra les jambes. « Au revoir, Antoine. Tu es mon ami, tu sais. » Antoine se pencha, lui rendant l'étreinte avec précaution. « Tu es mon ami aussi, Camille, une des meilleures que j'ai jamais eues. » En se redressant, il remarqua que Sophie le regardait avec une expression complexe, pas exactement du pardon ou de l'acceptation, mais quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Merci, dit-elle simplement, pour avoir pris soin d'elle. Pour tout. » Antoine hocha la tête, respectant la dignité avec laquelle elle gérait la situation. Même dans la vulnérabilité, après tout ce qu'elle avait traversé, Sophie possédait une force intérieure qu'il ne pouvait qu'admirer. En quittant l'hôpital cet après-midi-là, Antoine se dirigea vers sa voiture d'un pas plus léger. Le poids écrasant de la culpabilité était toujours là, mais il semblait moins suffocant. Au loin, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui lui rappelaient les couleurs du dragon dans les histoires qu'il racontait à Camille. « Mon ami », l'avait-elle appelé avec la sincérité que seuls les enfants possèdent. Ami, un mot simple contenant un monde de possibilités qu'Antoine n'avait jamais envisagé pour lui-même. En mettant le contact, il sentit un étrange sentiment d'espoir s'épanouir en lui. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore du temps pour devenir le genre de personne digne de ce titre, le genre de personne que Camille voyait en lui. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte, Antoine Dubois sentit qu'il pouvait être quelqu'un de meilleur, quelqu'un digne de la confiance d'un enfant, quelqu'un capable non seulement de bâtir des fortunes, mais de réparer ce qu'il avait brisé en chemin. Et à sa surprise, cette possibilité lui semblait plus précieuse que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. La maison était exactement ce dont Camille avait rêvé. 2 étages de briques claires, de grandes fenêtres laissant entrer une lumière naturelle abondante, et surtout, un jardin. Pas n'importe quel jardin, mais une généreuse étendue d'herbe prête pour des fleurs colorées, et un petit pommier près du fond qui, selon l'agent immobilier, produirait des fruits sucrés en automne. « C'est vraiment à nous, maman ?»« Vraiment ?» demanda Camille, les yeux grands ouverts en courant sur la pelouse fraîchement tondue, ses boucles brunes rebondissant à chaque pas. Sophie regardait sa fille depuis le porche, s'appuyant encore légèrement sur la canne que les médecins insistaient pour qu'elle utilise pendant sa convalescence. 3 mois après son réveil du coma, elle rencontrait encore quelques difficultés, des maux de tête occasionnels, de légers problèmes d'équilibre et des pertes de mémoire momentanées. Mais les médecins étaient optimistes. Avec le temps et une thérapie appropriée, ils croyaient qu'elle retrouverait la quasi-totalité de ses fonctions. « Oui, ma chérie, c'est vraiment à nous, » répondit Sophie, sentant le soleil de printemps réchauffer son visage. « Personne ne peut nous l'enlever, la sécurité. » C'était un sentiment que Sophie avait oublié. Après des années de lutte pour payer le loyer, redoutant chaque augmentation et chaque facture imprévue, chaque maladie qui pourrait la forcer à s'arrêter de travailler, elle avait maintenant cela, une maison à elle, des factures payées et la certitude que Camille aurait toutes les opportunités qu'elle méritait. Le cabinet d'avocats avait expliqué les détails de la fiducie 1 semaine après sa sortie de l'hôpital. Au début, elle avait failli refuser. Cela semblait irréel, excessif, presque suspect.
Mais ensuite, elle pensa à Camille et à tout ce qu'elle pouvait maintenant offrir à sa fille, et réalisa que sa fierté ne pouvait pas faire obstacle à cela. L'avocat maintint l'anonymat du donateur, mais Sophie savait. Même si Antoine ne l'avait jamais confirmé lors de cette conversation à l'hôpital, elle était consciente de l'étendue de sa fortune et de son influence. Personne d'autre n'avait les ressources pour créer une fiducie de cette ampleur. Personne d'autre n'avait le motif. « Maman, je peux avoir une balançoire sur cet arbre » cria Camille en montrant le pommier. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Sophie en souriant. « On va aménager notre jardin comme on le veut. » Une semaine plus tard, le jardin commençait à prendre forme. Avec l'aide d'un paysagiste local, Sophie et Camille plantèrent une variété de fleurs, des marguerites, des tournesols, des lys, créant un arc-en-ciel de couleurs visible depuis la rue. Une balançoire en bois fut installée sur le pommier, et un petit potager fut clôturé dans un coin ensoleillé. « On va planter des fraises, des tomates et des carottes », expliqua Camille au paysagiste avec le sérieux d'une agricultrice en herbe. Maman dit que la nourriture cultivée à la maison a meilleur goût. En regardant Camille donner des instructions sur l'emplacement de chaque plante, Sophie ressentit un tourbillon d'émotions. De la gratitude, bien sûr, du soulagement aussi. Mais il y avait quelque chose de plus compliqué qui s'agitait en elle. Quelque chose qui ressemblait à du pardon. Elle n'avait pas oublié ce qu'Antoine avait fait toutes ces années auparavant, l'humiliation publique, les portes fermées dans le secteur financier, les nuits où elle pleurait en essayant de joindre les deux bouts. Ces souvenirs existaient toujours, faisaient encore mal quand on y touchait. Mais à côté d'eux, il y avait maintenant d'autres souvenirs. Antoine assis par terre à l'hôpital, racontant à Camille des histoires élaborées. Antoine s'assurant que Sophie reçoive le meilleur traitement médical possible. Antoine créant tranquillement un filet de sécurité pour que mère et fille puissent enfin s'épanouir. Les gens pouvaient-ils changer après tout? Sophie n'en était pas sûre, mais elle voulait y croire. Plus vite. Dans le bureau penthouse du bâtiment du bois, Antoine contemplait la ville par sa fenêtre. La ligne d'horizon semblait différente, ou peut-être que c'était en ses yeux qui voyaient maintenant les choses différemment. Depuis son retour au travail, après les événements à l'hôpital, ses employés avaient remarqué le changement. Le PDG redouté, tristement célèbre pour son tempérament et ses décisions impitoyables, semblait avoir été remplacé par quelqu'un de plus humain. La première réunion du conseil d'administration après son retour laissa tout le monde stupéfait. Au lieu d'exiger des suppressions de postes pour augmenter les bénéfices trimestriels, Antoine annonça un programme complet d'avantages sociaux pour les employés, comprenant un congé parental prolongé, un soutien à la garde d'enfants et des horaires flexibles pour les parents. Nous ne pouvons pas attendre l'excellence de personnes qui s'inquiètent constamment pour le bien-être de leur famille, expliqua-t-il aux cadres étonnés. Je veux que nos employés sachent que nous valorisons non seulement leur travail, mais aussi leur vie. Il y eut de la résistance, bien sûr. La vieille garde du conseil se plaignit des coûts, des précédents dangereux, du retour sur investissement. Antoine écouta patiemment, un autre choc pour ceux habitués à ces interruptions abruptes, puis dit simplement « Si je vous montre que ces changements augmenteront notre productivité et la rétention des talents à long terme, les soutiendrez-vous » Quand ils acceptèrent avec hésitation, Antoine sourit. « Parfait, car j'ai passé les 2 dernières semaines à étudier des entreprises qui ont mis en œuvre des politiques similaires, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. » Il présenta ensuite un rapport méticuleux démontrant comment les entreprises avec des politiques humaines non seulement avaient des employés plus heureux, mais aussi plus productifs et plus loyaux, ce qui signifiait une baisse du roulement, des coûts de formation plus bas, et oui, des bénéfices à long terme plus élevés. Je ne vous demande pas d'abandonner la motivation du profit, conclut Antoine. Je vous montre qu'il y a une meilleure voie pour y parvenir. Progressivement, la culture d'entreprise commença à changer. La compétition acharnée fit place à la collaboration. La peur fut remplacée par le respect. Les gens commencèrent à parler de Dubois Couture non seulement comme d'un investissement rentable, mais aussi comme d'un bon endroit pour travailler. Sur son bureau, Antoine gardait un petit souvenir de ses jours à l'hôpital. Un dessin fait par Camille, représentant ce qu'elle appelait sa famille d'hôpital, elle-même,
Sophie dans un lit d'hôpital, et Antoine à leur côté, tous se tenant la main sous un soleil souriant. C'était un rappel constant de ce qui était en jeu, du coût humain derrière chaque décision d'entreprise. Quelques mois après la mise en œuvre des nouvelles politiques, Jane Torres, une employée du service comptable, demanda à lui parler. Antoine se souvenait vaguement d'elle, une femme d'âge mûr qui travaillait là depuis plus de 10 ans. Toujours discrète, toujours compétente. « Monsieur Dubois, dit-elle visiblement nerveuse, je voulais juste vous remercier personnellement pour la nouvelle politique d'horaire flexible. Mon fils a des besoins spéciaux et pouvoir ajuster mes heures pour ses thérapies, eh bien, ça a changé nos vies. » Antoine réalisa qu'avant, il n'aurait jamais connu son histoire. Il n'aurait jamais compris l'impact réel de ses décisions sur la vie de ses employés. De vraies personnes avec de vraies familles et de vrais défis. « Ne me remerciez pas, Jane, » répondit-il sincèrement. « C'est le moins que nous puissions faire. Et si vous avez besoin d'autres aménagements, ma porte est toujours ouverte. » À la maison, les changements furent encore plus profonds. Antoine vendit la villa des rêves isolée qu'il occupait autrefois. Elle était trop grande, trop froide pour une seule personne, et acheta un appartement plus modeste, mais confortable, près d'un parc. Il commença à quitter le bureau à l'heure, découvrant que le monde continuait de tourner, même sans sa surveillance constante. Il découvrit des restaurants locaux, des librairies de quartier, le simple plaisir de se promener parmi des gens ordinaires, sans la barrière artificielle du statut. Le dimanche matin, il devint un habitué d'un café familial, où, à sa surprise, il se fit des amis, pas des relations stratégiques ou des contacts utiles, mais des gens qui appréciaient sincèrement sa compagnie. L'Antoine Dubois, qui mesurait autrefois sa valeur à son solde bancaire et à la peur qu'il inspirait, disparaissait lentement. À sa place, grandissait un homme qui trouvait satisfaction dans les petits moments, les connexions réelles et le fait de faire une différence dans la vie des autres. Les années passèrent. Camille eut 7 ans, puis 10, puis 13. Sophie se remit complètement de ses blessures et, avec le temps, trouva un nouveau but. Utilisant une partie de la fiducie comme capital de départ, elle ouvrit une petite librairie pour enfants dans le centre-ville où elle organisait des séances de lecture hebdomadaires. Les contes de la fille de la lune, autrefois racontés uniquement à Camille, enchantaient maintenant des dizaines d'enfants. Antoine suivait tout cela de loin, à travers des coupures de journaux locaux et des bribes de nouvelles qui lui parvenaient par hasard. Il n'interféra jamais directement dans leur vie, respectant l'espace que Sophie voulait clairement. Mais il ne cessa jamais de se soucier ou de se demander comment elles allaient. Un jour d'automne, 5 ans après l'accident, Antoine parcourait le journal local en prenant un café dans sa boulangerie préférée lorsqu'un petit article attira son attention. La librairie enchantée fête son anniversaire avec un événement caritatif, lisait le titre. La photo montrait Sophie et Camille, maintenant âgées de 10 ans, souriantes devant une charmante boutique de coin. Le cœur d'Antoine manqua un battement. Camille avait tellement grandi, ses boucles étaient plus longues maintenant, son visage perdant ses traits de bébé. Et Sophie, elle avait l'air radieuse, en bonne santé, heureuse, exactement ce qu'il avait espéré en créant la fiducie. Il lut l'article avec avidité, découvrant que la librairie de Sophie était devenue un important centre culturel pour les enfants de la communauté. En plus des livres, elle proposait des ateliers d'écriture créative, des clubs de lecture et un programme spécial pour les familles à faible revenu qui pouvaient recevoir des livres gratuitement. « J'ai traversé des moments difficiles quand ma fille était petite », citait Sophie. « Je sais ce que c'est que de vouloir le meilleur pour son enfant et de ne pas pouvoir se le permettre. Maintenant que j'ai l'opportunité, je veux donner en retour. » Antoine plia soigneusement le journal, le glissant dans sa mallette. Cette nuit-là, il fit un don anonyme substantiel au programme de livres gratuits de la librairie. Non pas parce qu'il avait besoin de plus d'expiation, mais parce qu'il croyait sincèrement en la mission de Sophie. Les années continuèrent de passer. Au moment où Camille eut 15 ans, la librairie enchantée s'était étendue à 3 emplacements dans la ville. Sophie était devenue une figure respectée dans les cercles de la littérature jeunesse, publiant un recueil de nouvelles qui incluait celles qu'elle avait initialement inventées pour Camille. Antoine, de son côté, avait transformé Dubois Couture en un modèle de responsabilité d'entreprise.
En plus de maintenir des politiques favorables aux employés, il créa une fondation qui finançait des projets éducatifs dans les communautés défavorisées. Un magazine d'affaires qu'il avait autrefois qualifié de requin le plus impitoyable de la finance l'appelait maintenant le visage humain du capitalisme moderne. Le jour de son 50e anniversaire, lors d'une interview pour une publication économique de premier plan, le journaliste lui demanda quel moment il considérait comme le tournant de sa vie. « Il y a eu un moment, répondit Antoine après réflexion, où j'ai réalisé que je construisais un empire sur des ruines de relations, de confiance et d'humanité. Et j'ai réalisé qu'aucune somme de succès ne valait ce prix. » Intrigué, le journaliste insista pour plus de détails, mais Antoine se contenta de sourire et de changer de sujet. Certaines histoires étaient trop personnelles pour être partagées, certaines transformations trop intimes pour être exposées. De temps en temps, Antoine passait en voiture dans le quartier où il savait que Sophie et Camille vivaient. Il ne s'arrêtait jamais, n'intervenait jamais. Il jetait seulement un coup d'œil de loin à la maison avec le jardin fleuri et la balançoire dans le pommier, imaginant les vies qui s'épanouissaient à l'intérieur. Parfois, dans ces moments de calme, il se permettait de se demander ce que cela aurait été s'il était resté dans leur vie. Aurait-il été un ami pour Camille, un confident pour Sophie, quelque chose de plus? Mais il repoussait toujours ses pensées. L'important n'était pas ce qu'il aurait pu gagner, mais ce qu'elles avaient accompli. La sécurité, le bonheur, l'épanouissement. C'est par un après-midi pluvieux de mai, juste avant le 18e anniversaire de Camille, que l'inattendu se produisit. Antoine sortait d'une réunion lorsque sa secrétaire l'intercepta dans le couloir. « Monsieur Dubois, il y a une jeune femme à la réception qui demande à vous voir. J'ai une autre réunion dans 20 minutes, répondit-il en vérifiant sa montre. Qui est-ce? Elle a dit qu'elle s'appelait Camille. Camille Moreau. Le temps sembla se figer. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Veuillez annuler tous mes rendez-vous pour le reste de la journée et amenez-la immédiatement dans mon bureau. Quelques minutes plus tard, il se retrouva face à Camille. Ce n'était plus la fillette de 5 ans serrant des pièces pour des médicaments, mais une jeune femme confiante, au seuil de l'âge adulte. Ses boucles brunes étaient relevées en un chignon lâche, et ses yeux, les mêmes yeux expressifs dont il se souvenait, le regardaient avec un mélange de curiosité et de détermination. « Bonjour Antoine », dit-elle, sa voix portant des échos de l'enfant qu'il avait connu, mais aussi la maturité de quelqu'un de presque 18 ans. « Je ne suis pas sûr que vous vous souveniez encore de moi. »« Bien sûr que je me souviens, » répondit-il, sa voix soudainement rauque d'émotion. « Comment pourrais-je oublier, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Votre mère sait que vous êtes venu ?» Camille sourit, un sourire si réminiscent de celui de Sophie qu'Antoine sentit une pointe dans sa poitrine. « Elle le sait. En fait, elle m'a aidé à vous trouver. » Camille sortit d'une enveloppe de son sac à main. « Je suis ici pour vous donner ça en personne. » Avec des mains légèrement tremblantes, Antoine prit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une élégante invitation à la fête de remise des diplômes de Camille. Au dos, une courte note manuscrite. « Antoine, ce serait un honneur de vous avoir à ce moment important. Le passé est le passé. Peut-être est-il temps pour un nouveau départ. Sophie. » Antoine dut lutter pour retenir l'émotion qui menaçait de déborder. Après toutes ces années, Sophie tendait la main, offrant non seulement le pardon, mais la possibilité d'un nouveau chapitre. « Je vais à Yale à l'automne, » expliqua Camille, comblant le silence. « Médecine. Je veux être neurochirurgienne comme le docteur Lefebvre, qui s'est occupé de ma mère. » Antoine hocha la tête, digérant encore tout. « C'est un parcours incroyable. Je suis sûr que vous serez extraordinaire. Maman m'a tout raconté. » Camille continua, « Sur la façon dont vous nous avez aidés, la fiducie, la maison, mon éducation, et sur ce qui s'est passé avant, comment vous étiez son patron, comment vous l'avez licencié. » Elle fit une pause, le regardant dans les yeux. « Mais elle m'a aussi raconté comment vous vous êtes occupé de moi à l'hôpital, comment vous me racontiez des histoires pour me distraire, comment vous avez payé son traitement sans vouloir de reconnaissance. Votre mère est très généreuse de se souvenir des bons côtés. » Antoine répondit humblement. « Ce n'est pas de la générosité, c'est la vérité, » sourit à nouveau Camille. « Vous savez quoi d'autre? Elle a dit que vous étiez la preuve vivante que les gens peuvent changer, qu'ils peuvent devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient.
C'était probablement la leçon la plus importante avec laquelle j'ai grandi. Quelque chose de chaud et de lumineux se dilata dans la poitrine d'Antoine, un sentiment qu'il reconnut après un moment comme de l'espoir. Pas l'espoir timide qu'il avait nourri toutes ces années, que Sophie pourrait un jour lui pardonner, mais un espoir plus large, plus profond, que les cicatrices du passé pouvaient vraiment guérir, que de nouveaux départs étaient possibles, même après de graves erreurs. « Dites à votre mère que je serai à votre remise de diplôme, » répondit-il, ne réussissant qu'à moitié à masquer son émotion. « Ce sera un honneur. » Camille se leva pour partir, mais avant de le faire, elle fit quelque chose qui prit Antoine complètement au dépourvu. Elle s'avança et le serra brièvement dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout. » Après son départ, Antoine resta immobile un long moment, tenant l'invitation contre sa poitrine. Par la fenêtre de son bureau, le soleil commençait à se coucher, baignant le ciel de tons dorés, rappelant les ailes du dragon des histoires qu'il racontait autrefois à Camille. Au fond de son cœur, il savait qu'il avait fait la bonne chose. Pas pour le pardon ou la gratitude, pas pour apaiser sa conscience, mais simplement parce que c'était juste. Et maintenant, au-delà de toutes les attentes, ce geste avait ouvert une porte qu'il n'avait jamais rêvé de franchir, la chance de faire partie de la vie de Sophie et Camille, même si ce n'était qu'en périphérie. En plaçant soigneusement l'invitation dans sa mallette, Antoine Dubois, l'homme qui avait autrefois bâti un empire au détriment de sa propre humanité, s'accorda un moment de pure joie. Peut-être, juste peut-être, le dernier chapitre de son histoire n'avait pas encore été écrit. Peut-être y avait-il de la place pour la rédemption, pour la connexion, pour un nouveau départ. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit qu'il méritait cette chance. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.